Moi, je suis sûr d'avoir un métier à vie en étant formateur commercial. Parce que toute cette discipline, on doit avoir quoi 5-10% de commerciaux qui l'ont. Quand tu goûtes à la liberté, en fait, ça n'a pas de prix. C'est là que tu t'en rends compte. Il faut accepter le fait d'avoir de l'échec. Tu peux pas réussir 100% de ce que tu fais, c'est impossible. Il faut pas chercher cette quête. Certes, tu peux arriver à ces niveaux de rémunération-là, mais c'est pas en bossant 2 heures par jour. Ou alors, t'es une anomalie. Ce moment-là, et pour moi, il est juste amazing parce que tu te dis, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. J'ai le plaisir d'accueillir Walter aujourd'hui. Bienvenue Salut. Walter. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis, je vais te laisser te mettre au boulot et te présenter pour nos internautes. Merci déjà d'avoir proposé l'invitation. Walter Rosa, je suis sales coach, B2B, B2C, pas de sujet en fait. C'est quelques distinctions, quelques différences importantes, mais à tenir en compte. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte, 22 ans d'expérience pro, et je kiffe ça. Je kiffe la relation client, je kiffe accompagner les gens. Et je pense que ce qui m'anime le plus, c'est de voir les gens réussir. Donc voilà, présentation faite. Présentation faite, complète. Tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Et je vous préviens, je pense que ça va être du lourd cet épisode. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, Ouais, s'il te plaît? On va essayer de rester succinct, concis. Après le bac, je tente une année d'histoire de fac, une année en fac, pardon, à l'université. Ouais. Histoire, géographie, spécialisée géographie, parce que je suis un passionné de géographie. Enfin, j'avais beaucoup plus de connaissances avant, les choses ont beaucoup changé depuis. Pour être climatologue des écuries de Formule 1. Ok. Voilà. En fait, à l'époque, à une année, en fait, il y a un climatologue d'une écurie de Formule 1 qui a fait un truc de dingue, s'est fait passer toutes les deux voitures de l'écurie en pneus pluie, alors qu'il faisait un soleil de dingue, et ça les a fait gagner ce Grand Prix-là. Donc en fait, c'est un métier que tu connaissais pas, que personne connaissait, qu'on me cite tous les métiers dans la Formule 1 aujourd'hui, c'est improbable, sauf les gens qui connaissent vraiment, et encore. Et c'est pas parce que tu as regardé Drive to Survive ou je sais plus quoi là sur Netflix que ça marche. Et donc je voulais faire ça. Donc je vais en fac d'histoire géo, j'adore. J'ai une des meilleures notes régionales de climatologie. Ah, j'étais à fond, je testais des trucs avec des éprouvettes dehors et tout. En plus, en France, c'est nickel. Pour tester ça, c'est nickel. Dans le sud de la France, c'est chaud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, j'aime pas du tout l'université. Moi, j'ai été habitué un peu au système éducatif, collectif. Tous mes sports que je faisais, si c'était individuel, j'aimais pas. Et donc, je décide d'aller vers le BTS. Et là, je vais vers le BTS qui vient de se créer à cette époque-là, NRC, parce qu'avant, c'était force de vente. Donc, je suis l'un des premiers testeurs du NRC. Je vais pas au bout. 1 mois avant les examens, j'arrête tout parce que j'ai un gros problème familial. Ça me déstabilise énormément. Je suis pas assez mature à cet âge-là pour gérer ce truc-là. Problème très grave de santé de mon père, ma sœur, mon premier amour. Bref, il se passe des trucs lunaires dans ma life. Et puis là, à ce moment-là, je décide d'aller à un salon pour déposer des CV, tenter une nouvelle voie. Voilà, on tente des trucs à cet âge-là, faut pas nous en vouloir. Mais c'est ce qui nous forge. Ouais, mais c'est ce qui fait qu'après, ça crée beaucoup de force dans nos choix futurs. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux laisser une personne se tromper sans avoir l'esprit de se penser qu'elle va se tromper. C'est de la laisser se tromper, de la laisser tenter des choses, laisser oser. Et c'est un gros lien en plus avec le sujet de la vente. Et ce qui s'est passé, c'est que je dépose des CV, ça se passe très bien. Ouais. Et je passe devant un stand dans le salon de l'armée de terre. Et là, il y a un sergent, tu vois le physique, les mecs taillés comme des oufs. Et en fait, il m'a super bien vendu ce rêve-là. Et au moment où j'étais un peu en quête de choix, en quête d'avenir, le gars m'a clairement vendu une famille, un état d'esprit, une cohésion, toutes mes valeurs. Clairement, toutes mes valeurs, surtout d'époque, encore aujourd'hui, mais surtout à ce moment-là. Et là, c'est go, quoi. Là, c'est go direct. Je passe les tests. Je sors de Vincennes après avoir fait les tests sur 3 jours. Je pleure. Parce que j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé ma voie. Et ce moment-là, et pour moi, il est juste amazing parce que tu te dis, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, c'est pas sans aucun doute le droit de savoir ce qu'on voit sur l'armée. C'est beaucoup plus fort, en fait. C'est toutes les valeurs que ça t'offre en vision sur l'avenir. C'est ça l'armée, en fait. L'armée, c'est pas que ça, mais pour moi, ça a été ça. Et en fait, je décide d'aller dans l'armée, ça se passe bien. 5 ans. Alors, je quitte l'armée pour 2 raisons à l'après, au bout des 5 ans. Salaire, 1400 € net pour manager 8 soldats. Donc, c'est assez violent quand je touchais beaucoup plus en alternance avant. Et, parce que le NRC, c'était en alternance. Et la déchirure sociale dans ma vie perso. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de voir qui que ce soit après, c'est ça? Les week-ends.
Et quand tu es sur le terrain, il n'y a pas de week-end en fait. Quand tu es dans la verte, ce qu'on dit dans la verte, nous, c'est en mission, en camp, parce que forcément, tu te drilles, tu t'entraînes constamment dans l'armée. Il n'y a, Ouais. il y a pas de grands moments morts. Et j'ai eu la chance, on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, j'ai eu la chance de faire la Côte d'Ivoire au changement Ouattara-Gbagbo en 2011. Ok. Waouh! C'est ma plus belle fierté personnelle. Comme je le dis souvent, la pyramide de Maslow, je suis arrivé au sommet de cette pyramide en Côte d'Ivoire. D'accord. La réalisation de soi, le plaisir, se sentir utile, c'est important. Tu sais, quand tu prends 15 rendez-vous et que tu vois que tu es un très bon commercial dans la boîte, tu te sens utile, tu te sens... tu as cette fierté de dire j'apporte du chiffre d'affaires d'entreprise. Ben moi, j'avais cette fierté de dire je suis à l'endroit où il se passe ces trucs. Moi, ma famille était inquiète comme pas possible. J'ai essayé de les rassurer, mais c'était compliqué parce qu'ils ont les médias qui t'informent. Et on va pas faire le procès des Puis médias. les médias, ils t'envoient à fond. Mais pour forcément, que- ils sont pas là non plus. Et s'ils disent, il y avait un truc qui avait été vu sur les réseaux. Tu as une chaîne de, je sais plus c'est quoi la chaîne. Ils ont les news, toutes les news de tous les jours, 2 500 000 abonnés et que des good news, 300 000 ou 500 000 abonnés. Ouais. Donc tu vois tout de suite, forcément, il y en a un qui fait vendre. Ils le savent très bien, on le sait très bien nous aussi, c'est pas grave. Et donc j'essayais de rassurer ma famille parce que c'était pas l'Afghanistan. Et donc je quitte la Côte d'Ivoire et grosse claque. Je décide d'aller ensuite de revenir en commerce, porte à porte, agent immobilier, conseiller de gestion de patrimoine au Luxembourg, pour ouvrir un projet en France avec un gars qui était là-bas. Bref, je me cherche pas. Hein. Ouais. J'ai trouvé mon axe, mais je tente des choses. Et finalement, je me recentre à l'essentiel, le manager commercial, le responsable commercial, vraiment la structure commerciale. J'ai jamais cherché à être directeur commercial parce que j'avais besoin de rester au contact de l'opérationnel. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, justement. Ça fait 3 ans que je suis au contact de l'opérationnel, que j'accompagne énormément de sales et c'est juste du kiff, quoi. En fait, j'ai monté 3 structures, je te l'avais jamais dit d'ailleurs. Ouais. Les 2 premières, je les fais pour l'argent et celle-là, je ne l'ai pas fait que pour l'argent. Parce que forcément, oui, il faut bien que je paye mes factures et des vacances à ma femme et à ma fille. Mais celle-là, je la fais parce que je sors à chaque fois d'une salle de formation avec est-ce que j'ai bien fait mon taf et est-ce que les gens vont vraiment passer à l'action? Et qu'est-ce qui a été justement le déclencheur pour te dire, bah voilà, j'ai testé des trucs, mais c'est celui-là qu'il faut que je teste, c'est sur celui-là qu'il faut que je reste et j'ai trouvé ma voie. L'entourage. L'entourage, ouais. L'entourage pro et perso. On m'a toujours dit que j'avais une capacité à transmettre et à être pédagogue, C'est vrai. à tel point qu'à l'armée, on me demandait de former les gens sur plein de choses et qu'on m'a proposé un poste que j'ai refusé parce qu'en fait, à l'armée, tu n'as pas le droit d'être accompagnateur, moniteur ISTC. Alors, en gros, pour t'instruire sur le tir et le combat, la manipulation des armes, tu n'as pas le droit tant que tu n'es pas au grade d'adjudant. Donc, c'est D'accord. le 3e grade des sous-officiers. Et moi, j'étais que sergent, donc le 1er grade des sous-officiers. Et on m'a proposé ce grade-là, ce poste-là, parce que j'adorais ça. Et c'était cette notion à transmettre. Et les gens le disaient, pour une fois, c'est sympa d'écouter les instructions sur le tir et le combat avec le sergent Rosa, parce que c'est le nom de famille, hein, tu sais. Et c'est le déclic, ça a été ça. Il y a eu un autre déclic aussi, c'est qu'une grosse déception professionnelle. Ouais. J'ai eu une grosse maladie qui est une hernie discale, hein, qui te sabote et tu restes allongé pendant 6 mois dans le lit. Et en fait, c'est arrivé juste après une période assez forte de conflit avec ma responsable. Et donc, ils étaient persuadés que j'avais fait ça pour C'était leur un mettre, faux, tu sais, ouais. l'arrêt maladie mytho. Non, j'étais vraiment malade. Le médecin, il m'a envoyé le médecin à la maison. Il l'avait jamais fait pour personne dans la boîte. Et en fait, moi, ça a cassé le truc avec eux. Zéro confiance. Enfin, tu me fais pas confiance alors que je suis malade. Sachant que le matin même où le gars vient à 14h, le médecin, j'avais envoyé une photo à mes collègues où je suis dans l'ambulance tellement j'avais mal. J'avais appelé le SAMU et j'avais été aux urgences ce matin-là encore une fois. Parce qu'ils avaient augmenté mon truc. Bon. Le déclic, c'est l'entourage. Ton directeur commercial qui te dit mais qu'est-ce que tu fais salarié, Ouais. qui a quitté la boîte d'ailleurs juste avant qu'il m'envoie le médecin. Ouais, tant qu'à faire. Et je pense que c'est à force de... Tu sais, quand je termine une formation à l'époque, j'ai des gens qui me disent waouh, mais c'est trop stylé, quoi. Que des feedbacks méga positifs. Et à un moment, tu sais, tu as le droit d'avoir ce syndrome de l'imposteur, ce truc, mais il dit ça parce qu'il a vraiment jamais eu une bonne formation, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu as la répétition des gens qui te font des feedbacks très positifs, à un moment, tu te dis et pourquoi pas? Tu sais, alors peut-être, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est un gros déclic pour moi. C'est pas moi qui ai créé ça, c'est mon entourage qui l'a créé pour moi. Mais tu vois, je lisais un truc ce matin avant d'arriver qu'on soit Ouais. sur le biais de confirmation. Et bon, c'était plutôt entrepreneurial, bien-être que vente. Mais il disait, si tu te répètes tous les jours que tu es bon, ou on te répète tous les jours que tu es bon, bah, tu vas finir par y croire. À l'inverse, si tu te répètes tous les jours, on te répète tous les jours que tu es mauvais, tu vas finir par y croire. Et en croyant que tu es bon ou en croyant que tu es mauvais, tu vas finir par agir en étant bon ou en étant mauvais.
Et c'est la force de de cette auto-persuasion-là, finalement. Oui, c'est une Mm. accumulation de feedback positif et parce que tu fais plus confiance des fois à ce qu'on te dit qu'à ce que tu penses toi. Mm. Et c'est ça, hein. Et moi, c'est ce qui est clairement arrivé. Alors, forcément, ça m'a donné envie d'essayer. Mais le vrai déclic qui a fait que je suis passé à mon Ouais. compte, attention, hein, c'est ma femme. On est après le Covid. Elle rentre d'une soirée avec ses copines et elle rentre dans un Uber. Ma femme est Ouais. d'origine des pays de l'Est, faut le savoir, elle est d'origine serbe. L'éducation là-bas, c'est le CDI. Ma femme rentre, elle me dit jamais de la vie, tu iras à ton compte. Mm. Avant ça, c'était impossible. Je ne pouvais pas discuter avec elle sur ce genre de projet, sachant que j'avais déjà loupé un lancement et j'étais avec elle. Et j'avais vu que ça avait apporté quand même des Un peu de conflits plus conflit, qu'autre chose. ouais. Ah ouais, non, franchement, hein. Puis j'avais pas envie de la perdre. Et un soir, elle rentre en larmes du chauffeur Uber. Et chérie, désolé, hein, je partage tout, hein. Il n'y a pas de censure chez Plus belle la vente. Ce sera pas coupé au montage. Non. Et en fait, tu vois, je me rappelle du moment tellement il était ouf sur le canapé. Elle rentre, elle se met à côté de moi et elle me dit, lance-toi. Et je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as trompé pour que tu veux te faire pardonner? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, non, non, je viens de rentrer avec un chauffeur Uber et j'ai discuté avec lui. Parce que m'arrive quasiment jamais de pas discuter avec un chauffeur Uber à titre d'info. Et le gars lui a dit, depuis que je suis à mon compte et que je me gère, c'est à moi d'aller chercher mon argent. Ouais. Je vois mes enfants, je vois ma femme, je vis avec ma famille. Et en fait, il lui a vendu cette espèce de rêve idyllique qu'elle a aussi au niveau de la vie perso. Et elle s'est dit, bah en fait, si je le laisse faire son truc, bah peut-être que je le verrai plus. Parce que là, depuis que je suis à mon compte, j'ai reçu des offres, comme beaucoup de personnes qui sont à leur compte, des offres pour redevenir salarié. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une offre d'head of sales. Ouais. Je tairai le salaire parce que ça a tombé par terre. Bien évidemment, j'ai réfléchi, j'ai hésité. Mais j'ai été voir ma femme. Tu sais que c'est ma femme qui me dit, ah non, non, non. Ouais, Ah tu non, non, non. restes comme ça Alors et qu'il y a on bouge 3 ans, pas. c'est elle qui se serait Ouais. battue pour que je prenne ce salaire-là. Et elle me dit, non, 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 tu fais pas ça. J'essaie de retrouver exactement presque les mots pour mots ce qu'elle a dit. Ah oui, elle me dit, ah non, on n'en a pas chié tous les deux jusqu'à maintenant pour ça. Elle me dit, là, tu es en train de récolter tous les fruits de Ouais. tout ce que tu as semé, tu es en train de récolter tout ce que tu as semé il n'y a pas longtemps. Non, non, tu ne retournes pas en salarié. Et elle me sort, parce qu'en salarié, tu vas rentrer, avec ce salaire-là, tu vas rentrer après 20 heures. Donc tu verras pas ta fille. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Mais Ouais. vraiment. Quand tu goûtes à la liberté, en fait, ça n'a pas de prix. C'est là que tu t'en rends compte. En fait, je crois qu'il n'y a aucun job, quand tu as goûté à ça et que tu as réussi à t'en sortir, tu sais, passer les 2 ou 3 ans, je vois pas mal de posts sur LinkedIn où tu vois les gens qui te parlent j'ai passé les 2, 3 ans, parce que tu sais, c'est le Pôle emploi, maintenant c'est 18 mois. Ouais. Tu sais, c'est ce moment où tu peux commencer à te payer, à t'en sortir financièrement. Et je vois beaucoup de posts sur LinkedIn qui parlent de ça, qui disent ça y est, j'ai fêté ma 3e bougie et compagnie. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est que il y a cette espèce de passerelle où, vu que tu as passé ce délai, tu peux avoir toutes les meilleures offres du monde qu'on te propose. Il y a très Ouais. faible chance que tu y ailles. Je dis pas que c'est non. Je dis pas que je ferme la porte au salariat définitivement. Mais j'adorais la hiérarchie dans l'armée. Je Dans le l'aime plus salarié, du c'est tout. plus Je compliqué. l'aime Ouais. plus du tout. Moi, je peux comprendre quand je vois des salariés qui m'appellent, qui me disent voilà, je vais préparer un entretien annuel, est-ce que tu peux m'accompagner, tu peux me coacher pour ça? C'est toujours la même finalité. C'est toujours la même finalité. Il y a un espèce de mal-être, il y a un espèce de truc que j'entends. Parce que ceux qui n'ont pas besoin de se faire coacher, forcément, c'est qu'ils vont bien et tout se passe bien. Mais tu as souvent ceux qui veulent se faire coacher, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quand tu les écoutes profondément. Et voilà, donc moi aujourd'hui, le déclic, il a eu lieu par l'entourage et la satisfaction, elle est totalement là. Je dis pas que l'entrepreneuriat, ouais, alors attention, parce que ça aussi c'est important, c'est pas facile, hein. C'est hardcore, hein. C'est des moments, même tu es tout seul, tu doutes constamment et il n'y a pas de réelle chance d'être sûr que dans 1 an ou 2, tu auras ça. Donc tu te bats pour réussir. Au départ, tu te bats pour le très court terme, le court terme, le moyen terme et ensuite le long terme. Et alors là, c'est différent pour tout le monde, hein. Si on pose la question, il y en a qui vont dire Ouais, le court terme, c'est 1 chaque mois, alors que l'autre, histoire c'est 3 mois. est différente, mais c'est vrai que tu as raison de souligner ça, de pas croire certains qui veulent nous vendre le rêve de prendre 10 000 ou 20 000 ou 50 000 euros. Ça évolue en fonction des périodes, en bossant 2 heures par jour, parce que l'entrepreneuriat, certes, tu peux arriver à ces niveaux de Ouais. rémunération-là, mais c'est pas en bossant 2 heures par jour, ou alors tu es une anomalie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils sont très rares les personnes. Tu vois, on voit des gens dans notre entourage aujourd'hui qui réussissent, qui explosent même sur les réseaux, qui cartonnent. Mais c'est pas des gens qui viennent de cartonner aujourd'hui, hein.
Ils ont fait combien de vidéos, combien de posts, combien de formations, ils se sont même plantés, ils sont sortis de la formation, ils se sont dit, bah, c'était nul ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est normal, tu peux pas réussir 100% de ce que tu fais, c'est impossible. Il faut pas chercher cette quête. Mais c'est un combat au quotidien. J'ai lu un truc là sur MrBeast, j'imagine que tu dois Ah bah. connaître. Ils ont sorti le nombre de vidéos, je crois que c'est en centaines de vidéos, qui ont floppé avant qu'ils trouvent la vidéo et la vidéo qui l'a propulsée. Bah, c'est pareil pour tout. C'est ça, c'est exactement ça. Il est important de montrer cette face-là, de ne pas dire que c'est que compliqué, mais de montrer qu'il faut accepter le fait d'avoir de l'échec. Ouais, que ça en vaut le jeu aussi. Quand j'ai commencé l'armée, je suis arrivé, j'ai joué le rôle du chef, là, et je me suis fait défoncer. Et alors, attends, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce que l'armée t'a apporté aujourd'hui, dans ton rôle d'entrepreneur et dans ton rôle de vendeur. Alors déjà, une grosse discipline. Ouais. Je te disais tout à l'heure que j'étais pas mature avant l'armée. Tu sais, il y a un débat de est-ce qu'on met le service militaire obligatoire et compagnie. Je pense qu'il ferait du bien à beaucoup de gens, mais parce que moi, j'en suis un résultat positif. D'accord ? Je dis pas que tout le monde serait avec l'esprit ouvert ou dans la volonté. Il y avait une émission là-dessus, d'ailleurs, Garde à vous, avec le gars très connu, là, Marius. L'armée m'a apporté une discipline. L'armée m'a apporté le sens des responsabilités. M'a confirmé le point à quel point les gens ont besoin de pédagogie. De ce sens. Il y a un truc très fort, c'est que quand tu reçois un ordre de ta hiérarchie dans l'armée et que tu le transfères en dessous de toi, au départ, tu te dis, je vais le transférer comme je l'ai entendu. Okay. Ensuite, tu te dis, je vais le transférer comme je l'ai compris. Jusqu'au jour où tu comprends qu'il faut que tu le transfères comme les gens ont besoin de le comprendre. Et c'est là que tu dis, ah mais c'est ça en fait le vrai fond du sujet. Exactement. Et c'est exactement ça. En fait, ça m'a apporté du savoir-faire dans le management qui m'a permis d'exceller dans le poste de manager après. Ça m'a apporté cette capacité de discipline. Et alors, le must du must, à chaque fois que je le dis, les gens me disent, mais c'est improbable ton truc. C'est la première fois que j'ai vraiment compris ce que c'était que de faire de la découverte, de poser les bonnes questions, c'est à l'armée. Ouais, est-ce que tu as un exemple ? Ah ouais, mais là, l'exemple, il est fou. Pour moi, il est fou. Après, je vais essayer de vous le transmettre comme ça, mais on est en Côte d'Ivoire et c'est tendu dans les villes. D'accord ? Surtout à Abidjan. Nous, on est à Abidjan, au camp à côté de l'aéroport, le camp Port-Bouette. On doit aller récolter de l'information sur le terrain. Donc, c'est le début d'un entretien. C'est l'icebreaker, c'est la création de liens, les questions. Et donc, moi, j'y vais et je commence je fais une première journée et ensuite, tu dois ramener une feuille au centre opérationnel là-bas et tu dois dire, voilà quelques infos que j'ai. À savoir que ces missions ne sont pas officielles. On te demande juste de creuser un peu et de comprendre. Ouais. Et là, il y a un lieutenant, je ne sais plus son nom. Il y a un lieutenant très sympa, très sympa. S'il se reconnaît, je veux bien qu'il lui donne son nom parce que je ne me rappelle plus de son nom. Et il me dit, ah, c'est toi qui as fait ça, Rosa, tu as réussi à choper autant d'infos ? Je dis, ouais. Il me dit, ah, c'est bien et tout, je peux venir te voir pour voir comment tu fais et tout, pour qu'on puisse nous y aller à l'occasion. Bah ouais, carrément. Bah viens, quand est-ce que tu y retournes ? Donc vu que c'est tous les 3 jours, on change d'activité. Donc un jour patrouille, un jour garde du camp et un jour repos. Je dis, dans 3 jours. Il me dit, ok, viens me chercher ici, tu vas à quelle heure ? Je dis 14h, il me dit, viens à 13h50, on y va. Donc moi tout fier, je cherchais le lieutenant du centre opérationnel, on y va, on fait le truc. Et j'ai pris ma plus grosse claque. Il vient avec moi, il se pose à côté de moi. Alors nous, on met le FAMAS dans le dos, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas avoir cette posture agressive. Et en tant que chef de groupe, et lui aussi, on a un FAMAS et un pistolet. Okay. Un pistolet avec le holster à la cuisse. Et donc, tu essayes d'être discret vis-à-vis de l'arme parce que c'est très violent comme message. Leurs parents en face, ils n'ont rien. Hein. Et donc, je commence à poser des questions. Vous avez vu des gens passer cette nuit ? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Est-ce que vous avez vu des trucs particuliers la nuit précédente ? Est-ce que dans votre entourage, des gens ont vu que… Et en fait, toutes mes questions… À ce moment-là, je m'en rends pas compte. C'est du est-ce que. Ouais. Ok, il faut poser des questions comme dans la vente, mais arrête avec tes putains d'est-ce que, quoi. Et en fait, là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il me regarde faire et je remplis des oui, des non. J'ai pas d'infos concrètes. On recule, il laisse rentrer mes gars dans le véhicule pour pas parler devant eux. Et c'est hyper respectueux ce qu'il fait à ce moment-là, d'ailleurs. Pour moi, ça c'est l'art du leadership, ce qu'il a fait. Et il me fait, donc c'est comme ça que tu fais pour choper les questions ? Il me fait, ok. Il me fait, je peux essayer moi aussi. Mais franchement, sincèrement, sur le moment, je vois pas du tout ce qu'il est en train de me faire. Et c'est là où la force du déclic, elle est puissante. Il me dit, ok, on y va. Et il me dit, par contre, c'est toi qui te mets derrière moi et qui note. Parce que moi, c'était mon soldat, un de mes soldats qui notait tout ce que je disais. À l'époque, on est 4, il y a le conducteur, mon soldat qui note, le lieutenant et moi. Et je me mets à noter.
Et là, je me rends compte qu'il récupère une masse d'informations, alors que je venais de poser les mêmes questions à une autre personne qui était juste à côté, mais je remplis 2 pages. Alors, c'est des petits carnets, hein, d'accord, Ouais. mais peu importe, je remplis 5 fois plus que moi, quoi, minimum. Et là, il revient à côté de moi, il fait rentrer mes gars dans la voiture, on s'écarte, et il me dit « Rosa, t'as compris ce que je viens de faire ou pas ?» Et je lui dis « Ouais, j'ai compris, mon lieutenant. » Et il me dit « Est-ce que je peux compter sur toi pour faire ça les prochaines fois ?» Et en plus, il te sensibilise après, il t'a tout Non, fait. mais Ouais. bien évidemment, ce que je te dis mot pour mot, c'est Mm. pas ça, d'accord. J'ai plus, c'était il y a 14 ans. Ouais. Donc, j'ai pas le mot exact, mais c'est exactement le message que moi j'en ai retenu, c'est ça qui va me compter le plus dans la vie à ce moment-là. C'est qu'il me dit, en fait, si tu veux savoir quelque chose, intéresse-toi, pose des questions, questionne, va chercher le fond. Mais s'il te plaît, arrête de leur laisser le choix entre oui et non. Putain, je viens de passer, j'étais en école de BTS NRC, j'ai appris ça, je ne l'ai jamais retenu et là, je pouvais l'appliquer. Comme quoi, en fait, c'est même dans la vie de tous les jours, quand tu discutes avec tes potes, un pote te dit au barbecue, ouais, j'ai changé de boîte. Ah, et t'es heureux? Bah oui, qui répond non. Et en fait, il m'a montré que tu pouvais témoigner de l'intérêt et en plus obtenir quelque chose d'information. Et on rentre en centre opérationnel, on se pose et on partage un café. Et là, il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu rentres pas tant que tu n'as pas 6 pages. Je suis jamais re-rentré sans avoir 6 pages. Alors, l'exercice n'est pas tant reproduit que ça après, malheureusement pour moi, parce qu'il y a eu le déclenchement, ce qu'on appelle l'alerte Vauban là-bas. C'est tout le monde en gilet, protection. Ouais, donc tu maximum. pouvais Et là, plus te attention, trimballer comme ça. Ouais. là, c'était devenu chaud, mais pas pour nous, la force licorne, la force française là-bas. C'est devenu chaud sur place, tout court. Ok. Mais nous, il fallait mieux pas s'en prendre à nous parce qu'on rentre dans le conflit officiellement après. Mais j'ai compris ce qu'était la force de la découverte. Grâce à ça. Ouais. Et alors, du coup, pour nos auditeurs, parce que Ouais. moi, je vois où tu veux m'emmener. Ah, Tu me la fais pas. vas-y. Quelle est la différence entre ces questions et tes questions Pardon, initiales? je pensais l'avoir expliqué. C'est que lui, en fait, il laissait le choix entre une réponse A ou une réponse B qui n'est pas une question fermée. Tu as plusieurs types de questions, fermées, orientées, bref, les ouvertes par défaut. Moi, je posais que des questions fermées. C'est-à-dire, est-ce que blablabla. Donc la réponse, elle est oui, non. D'accord? Ce que je dis souvent, c'est qu'elle est trisyllabique au maximum, c'est-à-dire qu'au pire, tu vas dire 3 syllabes, c'est-à-dire 8, non, je m'en rappelle pas, tu vois, des trucs très, très basiques. Là où lui, il posait des questions de c'est quand la dernière fois que vous avez vu quelque chose de suspect? La personne ne peut pas te répondre oui, ne peut pas te répondre non. Et en fait, il y avait aussi ce jeu du silence derrière, forcément, où il se tait et il fait semblant de noter aussi. Tout ça, alors non, je ne cherchais pas à t'emmener, je pensais avoir été clair. Hein. Mais c'était que, en fait, moi, je posais des questions qui étaient juste parce que je devais poser des questions. Un peu le stéréotype qu'on voit aussi en vente. Ouais, des commerciaux qui... On leur dit pose des questions, pose des questions. Et donne du sens à ton explication de poser des questions. Là où lui, il m'a permis de comprendre. En fait, vu que je notais à côté, c'est ça le gros déclic. C'est que vu que je notais, en fait, je me disais, mais comment il fait pour choper tout ça? Je n'avais pas l'impression qu'il était si différent de moi. Et en fait, c'est là, grâce à mes cours de vente avant, quelques années avant, 5-6 ans avant, je dis putain, en fait, il pose des questions ouvertes, le foiré. Et c'était ça. C'était juste ça, la logique. Sauf que, tu sais, le paraverbal, le diva, ce qui fait que justement, c'est pas tes mots qui comptent, c'est comment tu le dis. Il était hyper impactant même dans sa façon de faire. Et il créait, en fait, il avait une voix chaleureuse quand il parlait avec les gens, comme la voix qu'il avait avec moi, tout simplement. Il avait une espèce de... Il valorisait la personne. Et c'était fou. Moi, je trouvais ça dingue. Mais c'est pas sur le moment que je te fais le feedback de tout ce que je suis en train de te dire là. C'est au fur et à mesure des jours que je me dis... Comment il faisait? Comment lui, il aurait fait s'il avait été là? Je me rappelle une fois, je suis en train de poser des questions, je n'obtiens pas beaucoup de réponses. Et je me dis, comment aurait fait le lieutenant, toujours pas son prénom, mais son nom de famille, c'est pas grave, comment aurait fait le lieutenant s'il avait été à ma place? Et d'un coup, ça te fait une espèce de bascule. Maintenant, il faut être prêt à accepter ça, il faut avoir la capacité d'avoir ce déclic à ce moment-là. Quelqu'un qui n'aurait jamais fait de la vente avant, est-ce qu'il aurait capté? Ouais, parce que toi, tu avais les bases de... Tu avais les bases aussi. Ouais, donc pour moi, en fait, là, pour répondre à ta question, c'est la distinction entre... d'un sens, les questions fermées versus les questions orientées, ouvertes, et la capacité aussi à dégager une confiance et à être chaleureux, à être dans l'amour, le partage, la relation avec les gens. En fait, c'est... Alors, on retient le « arrête avec tes putains de SQ ». Ça, c'est pas mal. J'aime bien celle-là. On la remettra avec le sous-titre et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, deuxième point qui est hyper intéressant, c'est que les commerciaux,
peut-être arrêter de vous dire je pose des questions parce qu'on m'a dit de poser des questions. Non, mais c'est, Je vais poser des questions avec un but. J'ai un but, c'est de découvrir des choses. Comment tu découvres des choses? Et tu l'as dit, c'est en s'intéressant à la personne. Tout le monde a des amis, tout le monde a des copains, tout le monde parle au barbecue, en soirée, et tu as des informations. Tu mets à l'aise la personne, tu discutes, tu es empathique, tu es connecté parce que c'est ton ami. Mais en fait, c'est presque ça aussi en vente. J'utilise 2 exemples en formation pour bien schématiser ce truc-là, ou en tout cas avoir un peu plus de sens pédagogique. Le premier, c'est quand vous êtes à un barbecue, t'en parlais, c'est un exemple que j'ai placé le mot barbecue tout à l'heure parce que je t'ai convaincu de vouloir t'amener là-dessus, peut-être, c'est ça. Ça adore le barbecue. Le barbecue. Tu sais, quand tu fais un barbecue et que tu es autour, et que tu connaisses les gens ou pas, ah, tu fais quoi dans la vie? Ah, bah, je fais ça, et puis bah, en plus, je viens de changer de telle boîte. T'as l'ami numéro 1 qui va dire, ah ouais, tu gagnes combien? T'as l'ami numéro 2 qui va te dire, ah, et t'as gagné en temps de trajet? T'as l'ami numéro 3, et j'ai rien contre ces amis-là, mais c'est que on a des questions qui vont rester très de, je compare ma vie à la tienne, et t'en as un qui va te faire, tu te sens plus heureux, t'es content Mm. d'avoir ce choix-là, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Et en fait, tu sens qu'il y a un intérêt de vraiment comprendre ce qui Mm. se passe dans l'autre. Et quand j'ai fait ma formation de coach pro, j'ai pris une grosse claque, je ne pensais pas. Et en fait, le coaching pro, notre notre formateur qui est un coach pro à la base, à chaque fois qu'on me posait une question qui était d'intérêt pour notre propre curiosité, il nous disait mauvaise question. Mm. Et en fait, je me disais, mais attends, mais c'est un cours de formation de vente que je suis en train de prendre là aussi, encore une fois. Là où je pensais avoir déjà de très bonnes bases, ben, j'ai été encore remis en question. Et donc, l'exemple que je donne, c'est l'exemple du barbecue. Parce qu'en plus, ça fait très écho avec ça. Le deuxième exemple que je donne, c'est quand tu poses une question à une personne, est-ce que tu te prépares déjà à la prochaine question que tu vas poser? Donc, dans ce cas-là, tu te défocuses et tu n'es plus dans l'intérêt de t'intéresser à lui. Ou est-ce que tu restes vraiment à écouter tout ce qu'il te dit et qu'une fois qu'il a fini, tu prends 1-2 secondes, tu dis, mais là, par rapport à ce que tu viens de me dire. Et en fait, si tu commences à préparer la question d'après, en fait, tu es pareil qu'un CRM. Hein. Mm. Tu sais, on avait préparé un CRM, enfin, une partie dans un CRM dans une boîte où j'étais, où les gars, ils cochaient sur oui, non, oui, non. Donc en fait, tes questions, tu les avais là. Et je leur disais, mais pourquoi on ne fait pas apparaître la question qu'une fois que le commercial il dit, je suis OK pour passer à la prochaine question? Bah, comme ça te permet de créer ce lien. Et c'est là que tu te rends compte, tu n'as pas besoin de passer 45 minutes en découverte, tu n'as pas besoin de poser 28 questions. Tu en poses 4. 4. Quoi? Pourquoi? Comment? Quand? Pas comme ça, bien évidemment, parce que tu peux commencer quand tu démarres. Essaie de comprendre ce qui se passe réellement, le pourquoi. Je ne vais pas refaire des cours là-dessus encore, mais le pourquoi, c'est vraiment, sans dire pourquoi, parce que d'ailleurs c'est un vrai jeu, c'est la question qui en fait montre que tu t'intéresses vraiment à l'autre. Pourquoi tu as changé de boîte? Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de boîte? C'est la réponse au pourquoi. Quand tu poses cette fameuse question qui tourne autour de ça, regarde et écoute. Par contre, s'il vous plaît, silence après ça, immédiat. Les fameux d'accord, d'accord, d'accord. Alors, le fameux d'accord après la question, c'est juste un putain de truc à la con qui est juste là pour dire c'est bon, j'ai compris. Donc, ton interlocuteur, il dit ah, bah c'est bon, il a compris. Non, t'as rien compris, laisse-le terminer. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet que faisait, on va reprendre ce lieutenant. Hein. Il n'ouvrait pas sa bouche tant qu'il n'avait pas la personne qui faisait parce qu'il faisait comme ça là-bas, nous, ça nous faisait tellement rire, c'est qu'il faisait pour te regarder, pour dire c'est bon, j'ai fini à toi. Ça, cette espèce de moment où le gars il dit bah c'est bon, j'ai donné l'intégralité de ce que je voulais te donner, bah, vas-y, là maintenant pose ta deuxième question. Pose ta question suivante. C'est important le silence. Et il y a un autre truc qui me rend ouf, moi, c'est quand tu poses une question en tant que commercial, que tu es mal à l'aise de poser la question pour X ou Y raison, et que tu vas venir fermer la question, alors c'est une question ouverte, tu vas venir la fermer et ça gâche tout le début de la question. Mais ça, c'est un truc, je crois que je le vois, et je le fais aussi de temps en temps. C'est cette capacité à poser une question ouverte. Et vu que tu as posé ta question, ouais, tu l'as dit mal à l'aise, je ne sais pas vraiment quel est le sentiment qu'il y a à ce moment-là, mais c'est cette notion de tout de suite rajouter un complément qui en plus va être orienté au fermé. Et donc tu viens de gâcher toute la force de ta question d'avant. Et c'est triste ça. Et je trouve, et il y a un truc que j'avais pas forcément fait le rapprochement avant que tu mettes le point dessus, c'est ok, tout le monde en formation ou alors sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, dit quelle question je dois poser. Alors oui, c'est important, mais en fait, il y a aussi plus important, c'est comment je vais la poser la question. Avec quelle attitude, avec quel ton, avec quel rythme, avec quel silence. Et c'est ça qui fait la force de cette découverte. C'est toute l'intonation, on disait tout à l'heure, le ziva du paraverbal. Tout ce qui va faire que quand tu vas poser ta question, tu vas donner l'impression d'être à l'écoute. Et je le répète, taisez-vous après ça. Tu sais que des fois, quand je suis en coaching, je mute, j'appuie sur le bouton mute, soit sur le fil du casque, soit sur le téléphone. Et je me rappelle, il y a peut-être 2 ans, j'ai muté un gars qui s'est remis à parler.
Et je le regarde, je lui dis non, non, je t'ai muté. Mm. Il explose de rire. Et en fait, pendant qu'on est en train de se dire je t'ai Mm. muté, la personne réajoute une information Qui était importante. qui était sur le budget qui fait qu'il a signé juste après. Je dis pas qu'il faut muter tout le monde, c'est pas ça. Mais c'est que le fait d'avoir laissé l'autre s'exprimer, de lui laisser sa place, ça a permis, parce que tu fais depuis tout à l'heure, Mm. ça a permis à la personne de s'exprimer et d'aller donner ses compléments. Est-ce que tu dirais que les commerciaux, en majorité, vont en découverte avec un objectif ou font la découverte parce qu'ils ont l'habitude de faire une découverte? Waouh, super question. Je devrais sans doute te dire les deux parce que tu as tous les cas. J'ai l'impression que les commerciaux, l'impression que j'ai, tu as les deux, mais celle qui me frustre la plus, et donc celle dont je vais te parler, c'est vont faire la découverte parce qu'il paraît qu'il faut faire la découverte. Là où d'autres commerciaux font la découverte parce que vraiment, ils ont envie de découvrir une nouvelle personne, ils ont envie de comprendre une nouvelle histoire. Et surtout, ils partent pas pour se dire, lui, je vais lui proposer ça. Mm. Ils se partent pour lui dire, tant que j'ai pas mes réponses, je sais pas ce que je peux lui Ouais. proposer. Parce qu'en plus, tu es convaincant quand tu, à la fin, dis, bah, vous m'avez dit ça, ça et ça. Donc, c'est ça l'offre que j'ai à vous proposer. Moi, ça a eu un déclic aussi dans une autre expérience chez Wall Street English, les centres de formation en Ouais. anglais. Les 3 premiers mois, je fais des scores catastrophiques. Vraiment catastrophiques. La seule chance que j'ai eue depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai toujours signé mes premiers, tu te rappelles, on avait parlé, Ouais. mes premiers clients dans toutes les boîtes où je suis passé. Le petit challenge. Je fais des scores de merde. Et mon manager me prend à part et il me dit la putain de phrase, tais-toi. En plus vulgaire. Mais il me dit tais-toi. J'imagine. Et c'est bien passé, Ouais. c'est bien passé, je l'ai très bien pris. Parce qu'en fait, il a eu toute la pédagogie derrière pour m'expliquer que, en fait, si je signe pas depuis quelques jours, c'est à cause de ça. Et donc, quand j'étais assis, son bureau, par rapport où j'étais, il était là. Et il venait se mettre debout derrière le client. C'était un espace tout open space vitré. Donc, chacun avait son bureau en vitre, mais il n'y avait pas de vitre en haut, donc tout entendait. Et il se mettait derrière le client, il me faisait ça. Et donc, je me taisais. D'un coup, mes résultats ont évolué. Que à cause de ça? Non. Il y a plein de petites choses aussi. Il y a l'expérience que tu accumules. Et j'ai fini meilleur commercial monde après sur cette expérience. C'était juste ouf. Parce qu'en fait, il s'agissait juste, c'était pas de poser les bonnes questions, c'était juste de laisser la place à l'autre. Et quand tu poses la question pour écouter réellement, comprendre ce qui se passe, pas juste entendre pour te dire vite, je me prépare à la prochaine question, un client t'en voudra pas si tu n'es pas en capacité de tout de suite enchaîner. Quand je fais des sketchs en formation, je dis aux gens, tu n'es pas obligé d'être fluide, on est entre nous, on est en sketch, réfléchis à la question que tu veux poser après. Si tu n'as pas la fluidité, je ne vais pas te faire en feedback, ton point d'élaboration, c'est la fluidité. Quand tu es en rendez-vous avec un client, est-ce qu'un client va te dire, excusez-moi, tu es trop de temps à me poser la question suivante? Ben non. Ouais, déjà, le client, il est content de raconter sa vie. Il est content de parler. Il préfère que qu'on parle. parler lui plutôt que toi que tu parles. C'est comme quand tu regardes les appels de prospection. Quand on me demande de coacher ou d'accompagner des équipes en prospection, à chaque fois que je leur demande, vas-y, viens, on passe un call tout de suite, je veux juste voir comment vous faites. Il y a le mot je qui est utilisé, JE, qui est utilisé 8 fois dans la première minute. Ouais, c'est je ou nous. Ouais. Mais genre, moi, je suis pas si sensible que ça. Je suis pas si fragilement sensible au nous par rapport au jeu. Et en fait, je lui dis, mais tu l'as appelé pourquoi? Pas pour prendre un rendez-vous, mais pourquoi? Pas parce que je voulais lui proposer mon produit. Mais c'est pas ça ton but. Tu n'étais pas là pour parler de toi. Même d'ailleurs, il y a des commerciaux que je leur recommande quand c'est le moment où tu te présentes finalement après quelques trucs, parce que sinon la personne va dire, mais vous êtes qui? Et je leur dis, tu te dis juste, je suis Walter de chez Atmada Group. Bref, en tout cas, voilà, c'est juste pour me présenter nous à rejoins minima, quoi. C'est quoi ça? Tu nous rejoins? Non. C'est bon, le cadre. Je peux pas. C'est pareil, j'aurais pu former plein de petits Walter, c'est pas mon but. Mais cette notion d'avoir la capacité de se dire, ce qui m'intéresse, c'est chaque expérience relation client que je vais vivre. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas te démarquer derrière. Tu le sais, je t'apprends rien, Simon, bien évidemment. Et on a beau le répéter à plein de commerciaux. Il y a un gars, pas longtemps, il m'a dit, viens former mes équipes, tu verras, c'est des seniors plus. Quand je les ai écoutés faire c'est un équivalent de sketch, ils parlent que d'eux. Et ça m'a fait chier parce que c'est des seniors. Ouais. Il était en train de te dire, mais je ne vais pas devoir les reformer sur des thématiques juniors. Ne faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Et en fait, à la fin de la formation, au bout de 2 jours, ils viennent tous me serrer la main. Il y en a un qui me serre dans ses bras, carrément. Et il me dit, merci. Ouais. Merci, on avait oublié les fondamentaux. C'est que tu as tendance à bâcler de plus en plus quand tu es sales. À oublier les bonnes pratiques parce que tu es dans ta zone de confort. Tu restes dans ton truc. Tu sais, c'est ton circuit de NASCAR, en fait. Tu tournes et tu tournes. Et tu en oublies que
ce qui fait que tu perds des ventes, c'est juste que tu as oublié que c'est pas à toi de tourner sur le circuit. C'est tu mets ton client sur le circuit Natscar et tu le regardes faire son circuit. Là où les commerciaux sont persuadés que c'est je déballe mon truc et j'y vais. Mais à un moment, tu vas te faire rattraper, non seulement parce que tu vas pas prendre de kiff, tu prendras pas de plaisir si tu fais que te répéter les mêmes choses. À la fin de la journée, tu rentres chez toi, tu as un pote qui dit alors, t'as passé une bonne journée? Ouais, ouais, comme d'hab. Alors que pour le coup, quand j'étais dans la relation client purement commerciale, je me rappelle un échange avec un pote dans les grands boulevards. On va à la tête dans les nuages, tu sais, le truc de bowling, de Mm. machine et tout. Et on se pose, on boit un verre et il me dit ça va, t'as passé une bonne journée? Et je lui dis non, mais j'ai découvert que des personnes incroyables aujourd'hui. Et lui, je lui demande comment ça va toi dans le taf. Il me dit oh, oh, Ouais, voilà. vite fait, ouais. Et en fait, de ce jour-là, le lendemain, il m'appelle, il me dit putain, j'ai suivi tes conseils. J'ai vraiment passé un super moment avec mes clients et je suis sûr que je vais les signer. On a fait un test, on a recruté une dizaine de commerciaux là, le mois dernier, Ok. et donc on les forme dans la salle de réunion là-bas. Ok. Et donc on fait un sketch qu'on aime bien faire, qu'on a testé Raphaël et moi, où on se met un acheteur, un vendeur, chacun son ordi ouvert devant l'un, devant l'autre, un problème, une solution. Et il y a 3 solutions, 3 problèmes. Et donc on les met face à face, ils doivent argumenter, c'est juste une ouverture d'esprit. Et je dis maintenant, faites la même chose, sauf que le commercial, tu te mets pas en face de l'acheteur, tu te mets à côté de l'acheteur. Et vos 2 ordis sont ouverts à côté. Et vous faites matcher ce qui correspond le mieux. D'un truc qui marchait pas, en 5 minutes, ça dure 30 secondes pour qu'ils se mettent d'accord. Et donc tu lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu es dans la même équipe, où j'avais l'info. Mais en fait, avoir l'info, c'est très simple, t'as qu'à la demander. Et être dans la même équipe, c'est très simple, c'est qu'une question de positionnement. Au lieu d'être face à face, vas-y, fais le tour du bureau et mets-toi à côté de ta personne. Prends-le par la main, sois empathique, comprends son problème. Comprends pas son problème pour lui vendre, comprends son problème pour le résoudre. Et ça leur a changé la vie. Et je pense que c'est important que les commerciaux puissent, tu vois, prendre ce recul-là, dire, bah, je fais pas une découverte parce que mon manager ou mon formateur m'a dit, je fais une découverte et personne m'emmerde. Question, ils étaient face à face au début, c'est ça? Ouais, Et après, côte à côte? côte à côte, ouais. Tu sais qu'il y a un prof dans mon BTS NRC à l'époque qui m'avait dit quelle est la personne qui vous saoule le plus? La personne qui est assise à côté de vous ou en face de vous dans les transports? Et on avait été tous unanimes, on avait dit la personne qui est en face de nous. Bah oui. Parce que tu peux plus mettre tes jambes, t'es pas à l'aise, souvent il prend de l'espace. Alors que la personne à côté, souvent elle a tendance à essayer de te laisser un peu d'espace et de se serrer. Mmh. Et ce que ça vous avait marqué, en fait, c'est qu'en fait, tu finis par créer un lien sympathique avec la personne à côté. Et ça, c'est d'ailleurs dans les entretiens de recrutement. Hein. Tu regarderas, les RH, elles le disent. Il faut pas se mettre en face de la personne qui est interviewée. Tu sais, un peu comme les films américains, ils Ouais. se mettent pas en face, les couples. Mmh. Ils se mettent sur les positions à 90. Et, J'ai regardé ça hier, tu sais, l'agence, le truc avec la famille la Crête. famille Kretz. Et la maman, qui est très forte, je trouve, en vente, c'est la seule qui pose des questions d'ailleurs. Et c'est vrai, d'ailleurs. C'est la seule qui pose des questions. Elle se met, donc elle est dans un salon pour faire une estimation. Il y a un canapé, la table. Ouais. Donc la personne se met là. Elle, au lieu de se mettre là comme tout le monde l'aurait fait, elle s'est mise à côté. Et elle est à moitié foutue comme ça doit lui tuer le dos. Mais mec, tu sais que je me suis fait la même réflexion. J'ai Pour être en face. les côtes parce qu'elle est posée contre le truc, mais vraiment pour être dans le de la Mais elle est avec la personne, elle est en face, elle n'est pas contre elle. Genre de scène, parce que c'est pas forcément celle-là que j'ai vue. Et je dis putain, trop fort. Trop fort. Tu sais, alors, Netflix nous montre ce qu'ils veulent nous montrer, donc ça se trouve, les autres posent des questions. Aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que la maman m'avait marqué parce que quand elle va chez les gens, tu sais, ça me fait penser quand j'ai formé il y a pas longtemps des agents IMO. Et je leur ai expliqué, moi, mes amis sont dégoûtés des agents IMO. Donc, on en vient à la famille Kretz. Hein. Après, c'est de l'immobilier luxe, mais pour autant, hein, c'est pas moins bien ou mieux. Pour moi, c'est le même esprit de capacité de création de lien. Il y a eu, on vient de vivre une crise immobilière folle. Hein. D'accord? Les taux qui ont augmenté, personne qui vend, les gens qui veulent absolument vendre à 560 quand la maison en vaut 510. Bref, il y a tout un système d'éducation à faire sur ça. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que mon agent immobilier qui m'a vendu ma maison, il m'appelle tous les 8 novembre de chaque année. Bonjour, monsieur Rosa, comment ça va? Ça va et vous? C'est bien, bien. C'est juste pour savoir si tout va bien. Voilà. Le jour où je vais vendre, c'est le 8 novembre, il faudra que c'est la date où j'avais signé, hein, d'accord? Le jour où je vais vendre, tu crois que je vais appeler qui? Bah lui. D'accord. Tu sais ce qu'il avait comme capacité, ce mec-là? Quand il me posait une question, il me posait une question que j'entendais pas sur les autres agences immobilières. Parce qu'à l'époque où je cherchais à acheter, j'avais été voir 4, 5, 6 agences. Il y en a une que je ne citerai pas, qui est très connue, qui a d'ailleurs eu un très gros problème récemment avec son directeur. Ok, je vois pas laquelle du tout. Je suis rentré dans cette agence et la personne me dit « Ok, bah, installez-vous. » D'ailleurs, je crois que... Non.
Elle me dit pas installez-vous. Je reste debout avec ma femme. C'est moi qui suis obligé de dire on peut s'installer. Elle, ah oui, pardon, allez-y. La personne me pose la question voilà, vous cherchez combien de mètres carrés? Quel type de logement? Dans quel quartier? Dans quelle ville? Quel budget? Voilà. Eh bien, écoutez, dès qu'on a quelque chose, on vous appelle. Pardon? Tu sais ce qu'on veut, tu sais pourquoi on le veut. En fait, moi, ça m'a frustré parce qu'on est sorti de là et ma femme m'a dit oh, ce serait cool qu'il nous rappelle. Je dis mais moi, elle me rappelle même pas, je discute avec elle. Même pas, parce qu'on venait de sortir d'un rendez-vous avec une agence IMO la semaine d'avant. Le gars, il y a eu de tout. Hein. On a eu de tout, lunaire. Aussi bien homme ou femme, on a eu de tout. On en a un qui est sorti du lot. Il m'a posé une question. À un moment, c'était et pourquoi vous avez envie de changer? Ah bah parce qu'aujourd'hui, on est dans un petit espace. Ok. Mais vous avez juste envie de changer de quartier? Vous avez juste envie d'agrandir? Il me pose des questions fermées. Je lui dis, ok. Et après, il m'a posé des questions en mode, c'est quoi votre objectif après? Et je dis, bah, je sais pas. Il me dit, bah, là, vous avez un appartement en France, la moyenne des gens gardent. En fait, il me posait des questions pour vraiment comprendre toutes mes motivations. Ouais, alors C'est que pas l'autre, un elle t'a posé des questions objet. pour segmenter son le bon coin, entre guillemets, et je savoir disais. à peu près les 10 apparts qui restaient, quoi. Ouais, les questions Ouais, c'est fermées. ça. En fait, même un jour, je me rappelle, il y a une pote à moi qui cherche à acheter. Elle avait vendu son appart et elle avait toujours pas acheté. Elle avait pris en location en attendant. Et je lui dis, mais les agents immobiliers que tu croises à Audrey, ils sont comment? Et elle me dit, bon, je sais pas. Je dis, bah, je vais t'imiter deux types profils de possibles d'agents immobiliers. Tu me dis. Sa réponse de fin, c'est, putain, mais pourquoi t'es pas agent immobilier? Je dis, non, mais je te faisais juste un sketch et je l'ai été, ça, j'ai pas réussi pour autant. D'ailleurs, j'avais fait un sale truc et c'est pour ça aussi, je pense que je suis sorti. J'avais pas respecté mes valeurs, donc j'ai dit, vas-y, je quitte ce milieu-là. Et en fait, elle était un peu surprise de se dire, mais pourquoi ils ne posent pas des questions comme ça, les agents immobiliers? Et je lui ai dit, mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est ce circuit d'Intscar. Au bout d'un moment, ils se sont enfermés dans leur bulle. Ils sont l'hamster là, qui tourne sur la roue. Je répète ma symphonie. Et puis, c'est le gars qui joue au piano et qui ne veut pas apprendre d'autres morceaux de musique. Ouais, c'est ça. Et je veux la musique d'Intouchable. Oui, après, non, c'est juste. Ouais, je la maîtrise bien, Quand mes celle-là. potes qui viennent, je la joue et voilà, non, mais va chercher d'autres choses. En fait, c'est cette capacité à vouloir, certes, se remettre en question, d'accord, mais c'est cette capacité à comment se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Ce qu'on appelle aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a une personne qui parle beaucoup de cette technique de vente, qui est la technique de la vente perdue. C'est une fois que tu as perdu un business, appelle ton prospect et dis-lui, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu se faire pour que finalement, on collabore ensemble? Et ça, c'est fou. En fait, c'est un truc de fou, je trouve. Les commerciaux qui ratent des appels ou qui réussissent des appels ne les réécoutent jamais. Non, ça, c'est encore, ouais. On a quand même des outils incroyables, sans les citer. On a des outils qui t'enregistrent, on a des outils qui résument, on a des outils qui te mappent en termes de zone de chaleur, l'école. C'est tellement facile de regarder. Et toi, tu es commercial, tu dis pas, tiens, bah, je vais regarder ce que j'ai foiré. Tiens, je vais regarder ce que j'ai bien fait pour m'améliorer. Ce qui me saoule, c'est les excuses qui sont derrière ça. J'ai pas le temps ou non, j'aime pas ma voix. Mais, si tu veux, on demande à l'IA de te modifier ta voix, que ce soit la voix d'une fille ou d'un mec ou de Donald, si tu veux. Je sais faire la voix de Donald. Fais gaffe, tu vas la faire à la fin. Mais s'il te plaît, prends le temps de réécouter au moins un passage. Parce qu'en fait, ce qui fait le plus mal, c'est de s'écouter soi. Parce qu'on voit nos propres défauts. Tu sais, c'est comme des acteurs à Hollywood. Hein. Il y a des acteurs qui n'ont jamais revu leur film. Parce qu'eux, ils voient les petits détails du truc. Quand je demande à mon équipe de prod de me filmer une vidéo, je lui dis, s'il te plaît, tu peux vérifier que mes cheveux ils sont bien mis, que je rentre mon ventre, Ouais. tu peux vérifier que tout est bon. Et à chaque fois, il me dit, mais tu me saoules avec ça. Je dis, non, mais tu comprends pas, parce que moi, mon image derrière, mais c'est pas toi qu'on vise, Walter, dans ça. Je dis, putain, en fait, il a raison, c'est exactement le concept de la vente. Si les commerciaux arrivaient à faire abstraction de leur voix, de leur truc, et de réécouter leurs appels, et on va aller plus loin. J'ai jamais vu un commercial qui se réécoute de ses appels et qui ne devient pas meilleur. Bah oui. Jamais. Alors, tu sais quoi, ça nous est arrivé lundi. Avec tes équipes, là? Avec moi. Ah. C'est-à-dire qu'il m'envoie Raphaël sur un call qui était un call important. Merci, Raphaël. Ouais, qui est là. Et moi, j'arrive sûr de moi lundi matin. Je ne l'ai pas préparé. J'ai mal dormi. J'ai la flemme du call. Même s'il est important, j'ai la flemme. Et je me banane, mais je me rate complet. Et c'est-à-dire que le mec en face de moi reste dans la défiance tout le call. Et j'arrive pas à l'embarquer, j'arrive pas à l'attraper, j'arrive pas à créer du lien, j'arrive à rien. Et on sort, et le gars me dit,
Il me dit, OK, j'y réfléchis, etc. J'essaie de le rattraper, je lui repose des questions. Il me dit, oh, je sens que je rame, mais ça le fera pas. Et donc, on débriefe avec Raph. Je lui dis, mais je l'ai chié. Je l'ai chié. Et là, tout de suite, j'ai pas réussi à faire ça, mais je sais pas pourquoi. Donc, je vais le réécouter. Et en fait, en le réécoutant, tu te dis, mais je l'ai pas préparé, je savais pas comment faire ça. J'ai mal fait ma découverte, j'aurais dû partir là-dessus. Je dis pas que ça va me faire réussir tous les calls. Mais dans ce type de client, si jamais je recroise un type de client comme ça, bah, certainement que je le gérerai mieux. Maintenant, ça fait 18 ans que je fais de la vente, 19 ans que je fais de la vente maintenant. J'ai de l'expérience, j'ai des équipes, j'en ai fait des centaines et des centaines d'écoles de closing. Bah, ça t'arrive de te rater. Ouais. Toi, tu es junior ou tu viens de commencer, tu te formes pas, tu te progresses pas, tu vas pas te réécouter. C'est scandaleux. Oui, ben, tu as deux choses. Tu as celle-là où déjà le gars va te dire en plus, ma boîte ne forme pas. Forme-toi tout seul si tu as Tu as besoin. tout à disposition. Exactement. Et il y a aussi autre chose, c'est que même si tu as réussi l'appel, et ça je vous Mmh. le dis vraiment, ça apporte des gros déclics. Même si tu as réussi l'appel. Moi, j'étais un fou de remplir mon CRM après l'appel en disant, voilà, le client, il m'a dit ça, il m'a parlé de sa fille qui avait tel âge. Alors maintenant, c'est interdit parce que tu n'as plus le droit avec les RGPD et compagnie, même de mettre la date de naissance de ton client ou de ses enfants. Mais moi, je bombardais le truc. Pour deux raisons. La première, c'est que je voulais rien oublier. La deuxième, c'est que si quelqu'un devait prendre le dossier après moi, qu'il ait toute l'info. Mmh. Mais il y a un truc hyper important. C'est que des fois, en allant réécouter mes calls, il m'avait dit un truc sur lequel j'avais pas rebondi. Et je me dis, waouh, comment j'ai fait pour pas rebondir sur ce truc-là? Et donc, j'étais resté fermé sur ma case du prochaine question. J'ai beau donner ce conseil, on fait tous l'erreur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que parce qu'il m'avait donné cette info et je n'avais pas rebondi, bah, ça me donnait une raison de le rappeler entre maintenant et le prochain rendez-vous, juste pour lui donner des news. J'ai fait, vous me parlez de ça la dernière fois, on n'avait pas trop rebondi là-dessus. Est-ce que vous voulez me dire un truc en particulier en plus pour que je sois prêt pour l'offre parfaite que je vous présente? Et en fait, juste de montrer que c'était à l'écoute et que tu as compris, bref, tu sais tout ça, là, tous ces petits sujets, se réécouter. Si c'est pas pour progresser, fais-le pour aller chercher l'info que tu n'as peut-être pas entendue. Juste ça. Et en fait, quand il va avec une autre façon, une autre discipline d'approche, ça change tout. Mais ça change tout. Et moi, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que le client, alors je ne sais plus quoi, m'avait donné une info que je n'avais même pas captée. Je m'étais dit, mais attends, mais Ouais. il est là, mon pain, pour le faire, capter, Ouais, lui permettre d'avoir cette force de lui dire, il est là ton pain qui devient ton objectif et ta valeur, en fait. Ton pleasure absolu. Et pour moi, aujourd'hui, moi, je suis sûr d'avoir un métier à vie en étant formateur commercial. On le sait, les formateurs sales, on le sait. Tu as un métier à vie, à condition d'être bon aussi, attention. Mais on est sûr d'avoir du taf à vie. Pourquoi? Parce que toute cette discipline, on doit avoir quoi? 5-10% de commerciaux qui l'ont? T'es gentil, hein. Moi, j'aurais dit moins. Ouais. Ouais, En fait, ça dépend des générations, aussi, quoi. mais je trouve que plus c'est jeune, moins c'est discipliné. Plus ça y va au talent, plus c'est non, mais nous, tu comprends. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Faut pas leur en vouloir parce qu'en plus, on rentre dans des airs là aujourd'hui où on te met tout à disposition. Donc, ils vont plus chercher des fois par eux-mêmes le truc. J'ai eu il y a 1 an un gars qui est venu me voir en me disant, ouais, j'ai été coaché par un de tes confrères. J'ai vu tes vidéos, tes posts, tes trucs. Est-ce que tu pourrais me coacher? Je dis, ok, on y va, on fait le truc. Il était en période d'essai dans une boîte. J'étais choqué du niveau de discipline qu'il avait déjà. Et je me suis dit, ce gars-là vient me voir pour payer de sa propre poche, pour se former, alors qu'il a déjà cette démarche lui-même de se former. Il écoutait ses appels, il faisait tout. Et en fait, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir les bons déclics parce que c'est toi et uniquement toi. Donc, quand ça te concerne, c'est très facile, hein, quand tu es observateur de quelque chose, de recommander. Bien sûr. De dire, moi, je te recommande de faire ça, ou j'aurais été toi, j'aurais fait ça. Il arrivait à avoir cette capacité de se remettre en question. Par contre, il lui manquait cette espèce de regard neutre ou regard avec un peu plus d'expertise, d'expérience qu'il aura dans 3, 5, 7, 10 ans. Moi, j'étais choqué de ce niveau-là. J'ai jamais eu un commercial qui vienne me voir, qui me dise, j'aimerais que tu me coaches, et qui déjà de lui-même avait cette capacité de faire tout ce travail. Le gars avait 23 ans. Ouais. Mais en fait, tu le relèves, mais parce que c'est une exception. Mais ça ne devrait pas être une exception. Je veux dire, tout le monde devrait se dire, bah tiens, je suis commercial, je vais lire un bouquin sur la vente. Je vais regarder une vidéo qui est gratuite sur la vente. Tiens, je suis pas à l'aise sur la découverte. Franchement, les étapes, tout le monde les connaît.
pas tellement de trucs sur YouTube. Tu sais, il y a pas, Tout est à disposition. la dernière fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis retenu. La dernière fois que j'ai entendu la phrase, je suis, moi, ma boîte, elle me forme pas. À une soirée, hein. Moi, ma boîte, elle me paye pas de formation. Je me suis retenu. Parce que si je disais la vérité à ce moment-là, je pouvais partir au clash. Mm. Mais vraiment, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol d'entendre cette phrase, ma boîte, elle me forme pas. Bah, après, tu sais, nous, on développe avec Raphaël, je sais plus si je t'en ai parlé, une plateforme de micro-learning qui est totalement gratuite. C'est-à-dire que tu vas avoir des dizaines et des dizaines, voire presque des centaines d'heures par module, par métier, par spécificité sur l'immobilier, dans le luxe, dans la GMS, en CHR, sur la vente, sur la prospection, tout. Tu as des dizaines et des dizaines d'heures de formation. Je suis persuadé que ça va marcher, mais que ça va toucher un 20e, un 50e des commerciaux. Et pourtant, les 49 autres, c'est pas parce que c'est des génies. C'est juste qu'ils feront pas l'effort d'y aller. Et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. T'en as, alors attention, il y a une partie de ces profils-là qui sont dans le commerce et qui resteront pas dans le commerce. Aussi. Donc, ils ont pas. C'est un peu comme les 2 boîtes que j'avais fait parce qu'il y avait de l'argent. Parce qu'il y avait de l'argent à se faire. À l'époque, c'était dans l'ISO 1 euro. Je fournissais des rendez-vous très, très qualifiés. Je suis dans un truc très sincère avec un ancien associé. Bon, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait plus de matériel pour faire les rendez-vous. Mais j'y allais pas pour les bonnes raisons. Je vois beaucoup de profils commerciaux qui viennent dans le monde du commerce pas pour les bonnes raisons. Quand je te dis que le meilleur commercial que j'ai croisé, ou en tout cas l'un des meilleurs que j'ai croisé, tu veux savoir ce qu'il faisait avant? Non, psychologue. Tu veux pas savoir? Si, je veux Ah, t'as savoir. dit non, c'est pour ça. Non, mais je sais. Écoute la réponse. J'étais dans qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu sais? Non, mais oui, je veux savoir. Il s'est jamais formé au monde du sales. Jamais. Il était directeur de centre de loisirs. Le gars était dans la relation avec les enfants. Donc déjà de la pédagogie, de la capacité à lui expliquer normalement, c'est des compétences attendues. Il était dans la capacité de manager déjà d'autres animateurs du centre. Et le pire, c'est qu'il était directeur du centre de loisirs où est aujourd'hui ma fille. Mais il n'y est plus. Ouais. Aujourd'hui, il est commercial dans une autre boîte. D'ailleurs, il a évolué. Il avait dit, on en a parlé d'ailleurs. Il m'a dit à un moment, j'en ai marre de prendre le téléphone. Donc forcément, tu sais que parce que il venait pas aussi, mais il venait avec une telle empathie avec les clients. Quand j'écoutais ses appels, j'avais presque pas envie de lui donner de point d'amélioration, dans le sens où c'était déjà très bien dans la relation client. Il ne posait pas des questions parce qu'il fallait poser des questions. Il posait des questions parce qu'il avait envie de la poser. Et c'est l'un des rares commerciaux que j'ai croisé, oser dire cette fameuse phrase que je recommande à beaucoup de personnes de faire, c'est pour éviter l'interprétation, pour éviter le peut-être j'ai pensé que. Il posait la question. Exemple, il était avec un client, il lui disait là, quand vous me dites ça, moi j'entends ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que je dois entendre? Vous voulez que je vous partage mon ressenti? Mon ressenti, quand vous me dites ça, c'est que vous irez peut-être pas au bout du truc. Ah bon, pourquoi vous me dites ça, Sergio, il s'appelle? Ah bah parce que quand vous me dites ça, j'ai l'impression que vous avez envie de le faire, mais je vous le dis en toute franchise, c'est sincère, mais que vous le ferez pas. Et j'ai pas de souci avec ça, vous inquiétez pas. Quand je l'écoutais faire des appels comme ça, c'était des masterclass. Quand je débriefais avec lui, je lui dis, t'as un culot tellement sincère que ça passe. Et même les clients, des fois, ils disent, ah ouais, vraiment, je vous donne cette impression. Bah écoutez, je vais essayer de faire autrement parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai envie que les choses se passent. Et en fait, ce qui était fort, c'est que une IA fera jamais ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, elle le fera d'ailleurs, pardon. Je vais reformuler ma phrase. On garde Pour policier. l'instant, les IA sont pas capables de le faire. Non, les IA, c'est un truc de ouf. Sur des calls, on parle des calls, de réécouter des calls. Il n'y a pas longtemps, j'avais sorti un post sur LinkedIn là-dessus. Il y a une IA qui sort un feedback d'appel. Donc moi, je vais écouter les appels parce que j'avais des closers à côté qui travaillaient pour des entrepreneurs. L'IA sort en compte-rendu d'appel, rappeler le client parce que si... Et le dernier compte-rendu, c'était recommander au client d'aller voir son médecin parce qu'il a peut-être la coqueluche. Quoi? Je te jure que c'est vrai. Mais alors, attends. Quand tu réécoutes l'appel, le mec, il passait son temps à tousser pendant l'appel. L'IA a été te dire, recommande-lui d'aller voir son médecin parce qu'il a peut-être la coqueluche. Ouais, c'est très fort. Qui fait ça? Ça fait peur. Hein. Ça fait peur, mais en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on ne peut pas en vouloir aux populations jeunes aujourd'hui, et même les anciens. En fait, on essaie tellement de mettre à ta disposition des outils, d'accord, qu'à la fin, bah, tu te reposes sur ces outils-là. Ouais, mais je trouve que tu as un choix. Non, mais d'accord. Tu as le choix de, t'as le choix de te servir de l'outil pour devenir encore meilleur, ou tu as le choix de te servir de l'outil pour utiliser moins d'énergie et devenir fainéant. Il y a quelqu'un qui disait récemment, j'ai lu ça, qui disait, moi je veux pas que l'IA
elle m'aide à écrire mes articles ou mes livres pendant que moi je fais la vaisselle. Je veux qu'elle fasse la vaisselle pendant que moi Mmh. j'écris mes articles. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu as le choix de choisir qu'est-ce que l'IA va faire à ta place et qu'est-ce que toi tu dois faire. C'est pour ça que je te dis ça parce que, en fait, c'est beaucoup plus facile sur la population mondiale. Je vais parler, alors, je connais pas tout le monde, heureusement. Je connais. C'est pas le sujet, c'est que c'est tellement plus facile d'être feignant que Ton d'être cerveau fatigué. est fait pour ça, hein, mais ton cerveau est programmé pour utiliser le moins d'énergie possible. Donc c'est un effort de te faire violence, de sortir de ta zone de confort, de travailler plus, de réfléchir. Mais tu le sais. Moi, c'est ça que j'ai du mal, c'est d'accepter de rester au point A alors que, selon tes dires, hein, celui qui dit je suis au point A, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'évoluer, j'ai pas envie de vendre plus, j'ai pas envie de plus de commissions. Ok, je partage pas ces valeurs, mais grand bien te fasse, pas de souci. Moi, j'ai du mal avec celui qui va te dire, je vais évoluer, je veux plus de commissions, je veux plus de variables, je veux devenir manager, je veux ouvrir ma boîte. Ok, mais qu'est-ce que tu as mis en face de ça? Ben, je me lève tous les matins. Non, ça, c'est le minimum. Ça, c'est pourquoi tu es payé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais en plus qui justifie qu'on va te donner plus? Est-ce que tu as été voir, on lisait des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as acheté un bouquin? Est-ce que tu réécoutes tes appels? Est-ce que tu prends des coachs, des formateurs pour te former? Est-ce que ces choses-là, tu les fais? Non, j'ai mis mon script dans le chat GPT. Ok, Super bien la voix du commercial pas motivé. ouais, ok, non, non, bah, chat GPT, Qu'est-ce tout le que monde peut le tu faire. fais en plus pour déjà toi t'aider? Mais je suis d'accord avec toi, hein. Il n'y a pas longtemps, j'entendais encore une DRH qui me partageait un feedback d'entretien annuel et qui me disait le commercial estimait que c'était normal qu'il ait une augmentation parce qu'il fait le travail qu'on lui demande de faire. Bah non. C'est pas comme ça que j'ai été. C'est pas la soupe que j'ai mangée, moi. C'est pas la soupe qu'on a mangée, je pense. Ouais, et puis Et, c'est tellement plaisant, je trouve, d'apprendre des nouvelles choses. Tu sais, de t'élever intellectuellement. comment on arrive à leur donner cette envie de faire ça? Comme je t'ai dit, ça se trouve, ça fait partie des gens qui voudront pas rester dans le commerce, in Hmm. fine. Ton papa, il était commercial, comme tu me disais tout à l'heure, ton papa, il était commercial toute sa vie, Ouais, mais il a quasiment. kiffé. Ouais. Mais du coup, ça fait sens sur un truc sur lequel je crois profondément. Mon père, il était commercial de ses 14 ans jusqu'à ses 57 ans. Et il a ouvert un resto derrière. Et bah aujourd'hui, mon père, son resto, il est commercial dans un poste de restaurateur. Il vend le dessert, il vend l'accueil, il a le relationnel. Et donc, en fait, le point, c'est que tout le monde vend. Tu as un enfant en bas âge, c'est très bien quand elle ne veut pas dormir, quand elle ne veut pas manger ce que tu lui as préparé, c'est de la vente. Quand tu vas manger avec tes potes et que eux veulent bouffer une pizza, ce qui m'est arrivé hier, et que toi tu veux bouffer des sushis parce que tu es au régime, c'est de la vente. Ta femme, elle veut partir en Italie, tu veux partir à Marrakech, c'est de la vente. Et on cloisonne trop, tu vois. Donc, quand bien même la personne, elle veut partir, elle veut changer d'orientation, pourquoi tu te formes pas? C'est des choses qui vont te servir toute ta vie. Clairement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu parlais d'un truc. On parlait de ton papa, j'ai ouvert la porte de ton papa Ouais. commercial. Mais la plus belle formation de vente additionnelle que j'ai fait quand j'étais manager, je suis avec mes commerciaux et je leur explique que l'entreprise veut ouvrir sur le fait de euh, vendre plus de produits et pas Ouais. uniquement sur ce que tu sais faire. La méthode du Fordisme, hein, Ouais. c'est tu vends, tu fais qu'est-ce que tu, ta propre tâche. Et donc, je leur explique ça. Et on essaye, ça marche pas. J'arrive pas à créer ce déclic. Je vais dans un restaurant avec un pote, et au moment du dessert, le gars, il me choque à la façon de proposer le dessert, donc de la vente additionnelle. Hein. Ça me plaît ça. Je dis, putain, mais elle est là la meilleure formation. J'emmène toute mon équipe manger au resto, juste avant le dessert. Je leur dis, maintenant, vous allez voir comment lui Tu sais ce que tu vas me fait dire. de la vente additionnelle. Ah non, mais après, on peut Ouais. venir sur la question qu'il a fait, mais c'est juste que il a posé une question pour savoir si les gens voulaient un dessert. Là où des fois, quand tu sais, tu vas et tu vois des personnes qui sont au job étudiants ou autres, tu sais, qui viennent parce que c'est un taf Mm. rémunérateur et qui paye des factures. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette conscience à se dire quelle question je vais poser pour être sûr Mm. qu'ils me prennent mon tiramisu au café ou ma charlotte aux fraises. Le gars, il vient et il dit pas est-ce que vous prendrez un dessert. Tu te rappelles le est-ce que de... Mm. Il dit pas Arrête avec ça. ton putain de Arrête est-ce avec ton que. putain de est-ce que. Il dit aujourd'hui, il nous reste deux desserts. Tous les autres sont partis. Il nous reste deux desserts. Il y en a un, c'est l'étoile d'or, Ouais. la médaille d'or de nos desserts à la maison. Donc, on a la charlotte aux fraises, très sympa. Les fraises, en plus, sont totalement de saison. Elle a été faite maison avec Bonnie. Et puis, on a le tiramisu café. Je vous dis pas, si vous les prenez pas, ils vont partir quoi qu'il arrive.
Je vous prépare quoi, le tiramisu ou la charlotte? Tu sais, j'ai fait un post LinkedIn la semaine dernière sur ça. C'est vrai? Je te J'ai jure, pas vu. je suis parti au resto avec ma femme, en bas de chez nous. Donc, c'est un resto dans lequel on va souvent parce que c'est d'une très bon et de deux très pratique. Et on n'avait pas la petite, on sort tous les deux. Et le serveur qui nous connaît bien, il dit alors, monsieur Nabé, je vous mets un café ou un dessert? Et moi, vraiment, à ce moment-là, je suis en vraie hésitation. Je me dis, je prends un dessert ou je prends pas de dessert. Je suis à 100 mètres. Dans 10 minutes, je peux prendre un dessert, tu sais, diète, à la maison, un fruit, un truc. Je me dis, je pense que je vais pas en prendre un. Il me dit, un café. Il est tard, j'ai pas envie d'en prendre un. Ou un dessert. Je dis, oh, vas-y, mets-moi un dessert. Il dit, c'est trop fort. Et le mec est très fort. Bon, lui, c'est pas son travail. Mais c'est le travail de son patron de le former. Attends, Ouais. il a combien? Il en a pas 300 des serveurs. Il y a une anecdote sur ça, une histoire sur ça. Je sais plus qui avait sorti cette histoire. C'est dommage parce que j'aurais bien cité. Euh, un resto qui demande à un formateur commercial de venir chez eux. Ou pas, hein, mais en tout cas, c'est l'histoire. Ouais. Euh, il leur il demande aux formateurs de former les équipes à faire. Et donc, ils leur dit, bah, on va le faire sur un mois. Sur 4 semaines. La première semaine, vous allez pas poser la question. Vous Ouais. verrez si les gens veulent des desserts. La deuxième, vous allez demander, est-ce que vous voulez un dessert? La troisième, vous allez demander quel dessert vous aimeriez prendre. C'est comme quel apéritif Ouais. au début du reste du repas. C'est ça, quand la personne me pose quel apéritif, je me dis, oh là là, il va massacrer ma carte bleue. Et à la fin, c'est, on a un super tiramisu au café Mm. ou une charlotte aux fraises. On va reprendre cet épisode. Et en fait, ils regardent les évolutions de vente de desserts pendant toutes les semaines. Ça a un déclic très fort chez les équipes parce qu'ils se disent, ben, mais en fait, à chaque fois que j'ai posé cette question, je me suis rendu compte que j'avais Mm. enfin un retour en face. Et on m'a fait ça, moi, quand j'ai voulu prendre un appart en location il y a quelques années. La nana agent immobilière que j'appelle, vraiment, attention, hein, je pense qu'elle est encore dans la profession tellement elle est forte, hein. Et je l'appelle pour aller visiter un appart. Elle me dit venez. Et puis après, elle m'appelle quelques minutes avant le rendez-vous pour confirmer qu'on sera bien là. Et elle me dit j'ai une surprise pour vous. Ok, sympa. Déjà, c'est sympa. Mm. Très dynamique, très punchy. Vraiment, le bon profil sales. On arrive en bas de l'appart. Elle me dit voilà, ben, on va aller visiter l'appartement. Et après, j'ai une surprise pour vous. Ok, d'accord, oui. Et ma femme, tu vois. Donc, on n'est pas mariés, Madame Rosa, ok, ça marche. Et on monte dans les étages, on visite. C'était un appartement qui faisait 57 mètres carrés, si je dis pas de conneries. Ouais. On visite l'appartement et on se dit, OK. Elle me dit, bah, allez, venez, je vous présente. Et là, donc, c'était côté rue. Et elle nous amène un étage en dessous, côté jardin. Il faisait 48 mètres carrés. Donc, je sais plus si c'était 48, 57. En tout cas, je sais qu'il y avait 9 mètres carrés, Ouais. car ça, j'ai pas oublié. C'est une Et on chambre, était quasiment. Ouais, je sais. Une petite chambre. Mais tu vas voir, en fait. On rentre dans l'appartement des 48 et quelques, ou je sais pas quoi, 9 mètres carrés de moins. On rentre dans l'appartement. Je regarde ma femme, on est choqués. Parce qu'elle nous a dit le métrage. Mm. C'est, pour nous, on a l'impression d'avoir la même surface. C'est juste que le premier, il avait des angles un peu bizarres. Ouais. Là où le deuxième, c'était des vraies pièces, tac, 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 tac. Parce que le premier, il était dans l'angle de Mm. du où ça fait pas comme ça faisait comme ça, tu sais, Ouais. la forme hexagonale presque. Et on regarde l'appartement et on fait, waouh, incroyable. Et là, elle nous fait, ben voilà, elle nous met les deux fiches. Donc là, déjà, elle me fait la proposition alternative, elle fait le choix. Elle me dit, bah, est-ce que vous prendrez cet appartement? Oui, non. Elle me dit, attends, encore une fois, on y revient. Mm. Et elle me dit, voilà, vous avez deux choix. Mais monsieur Rosa, vous m'avez dit que vous aimeriez acheter dans 2 ans. Si vous prenez celui-là, il est à 1150 € par mois. Ça, donc, ça aussi, c'est vrai, je Ouais. précise les prix. Et celui-là, il est à 1350 € par mois. Région parisienne, hein, forcément. Donc, on se l'ouvre. Première couronne, bienvenue. Et elle me dit, voilà, vous avez ces deux choix-là. Le premier, l'avantage, c'est que vous allez laisser 200 € de côté tous les mois sur un compte en banque. Et ça vous fait 5000 € d'apport dans 2 ans. Mm. Le deuxième, vous pouvez vous le permettre, vous l'achetez, mais vous mettez votre argent de côté que vous avez prévu, vous m'aviez dit. Là, je vous permets d'avoir un apport de plus de 5000 €. Là, vous êtes sur celui que vous m'aviez demandé initialement. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Rosa? Je peux voir ma femme, je suis, oh chérie, oh, elle m'a mis une disquette de ouf, elle m'a tué. Ouais. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ce qu'elle a fait, c'est exactement ce qu'a fait le gars pour les desserts. C'est te donner l'impression de te laisser le choix, alors qu'au final, je t'ai amené sur une prise de décision. Là où on en parlait encore tout à l'heure, on disait la vente, ça peut être de la manipulation pour certains. Certains vont crier au scandale, la manipulation. Évidemment, mais quand tu négocies ton salaire à la fin, à l'entretien annuel aussi, c'est de la manipulation. Tu sais très bien pourquoi tu vas dans ce rendez-vous annuel avec ta DRH. Ou quand tu négocies tes vacances et que ton boss il dit écoute, non, je peux pas, tu vas aller négocier. Peu importe ton job, hein, tu peux être comptable, tu peux être IT, bref. Ce qu'elle a fait, c'est d'enfermer ton choix, que de te donner l'impression que tu as un choix. D'après toi, d'après vous, monsieur, dame,
D'après toi, C'est évident. qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'as pris le deuxième, Lequel? le plus petit, le moins Ah, cher. le deuxième visité? Ouais. Ok, non, on est parti sur le 1350. Ah ouais? Ouais, on est parti sur le 1350, je vais t'expliquer pourquoi. Alors qu'il avait normalement aucun argument. Mais c'est parce qu'on rentre dans une période très con de notre vie, qu'à ce moment-là, on m'avait proposé un poste à plus de 100K à l'année, Ouais. d'accord, en tant que responsable commercial plus dans une boîte. Et qu'en fait, pour moi, c'était tellement une évolution de salaire que j'avais eu besoin à ce moment-là de montrer. Ouais, brûler un peu. J'avais besoin de dire j'ai. Hmm. Ce qui est aujourd'hui fondamentalement une erreur. Mais à l'époque, j'en avais besoin. Quoi qu'il arrive, mes Mm. potes, toute ma famille aurait pu me dire mais fais pas ça, t'es con. Ouais, J'avais mes c'était 5 plus 000 fort que euros, toi. j'ai Ouais. juste à mettre un peu plus de ce que j'avais là, je les ai. En fait, j'étais enfermé dans mon j'ai besoin de montrer Mm. l'orgueil du son casse. Ouais. Ce qui est une erreur. Aujourd'hui, j'en ai conscience que c'était pas bien de faire ça. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a été très forte. Et c'est là où en fait, elle a provoqué mon choix. Pourquoi? Parce que si elle m'avait dit, Monsieur Rosa, si vous prenez celui-là, bah, c'est bien, vous avez votre appartement, vous avez un nombre de mètres carrés, puis c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Non, elle a fait glantivante, elle a dit, regardez plutôt celui-là. En fait, elle m'a demandé de regarder vers le bas, là où elle avait compris, parce que je lui avais dit que je prenais un nouveau poste avec un salaire, elle m'avait dit, regardez plutôt celui-là. Là où elle a provoqué mon envie, comme dans le film L'Italien avec Admerad. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, ouais. Elle a fait ça, en fait. À mes yeux, elle a fait ça. Elle a fait, cette voiture, vous pouvez pas me l'offrir. Non, c'est pas, Ah, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. pour moi, elle a créé ça, en fait. Elle a réussi à le créer d'une certaine façon, là où pour moi, je l'avais aussi au fond de moi à ce moment-là. Parce Mais que elle le l'a peut-être jour où senti j'apprends que aussi. j'ai cette offre, j'appelle ma femme, je dis chérie, sors, on déjeune ensemble. Je l'ai invitée à déjeuner, elle a pris un verre de champagne, moi aussi. C'était nickel, c'était magnifique. Désolé pour le son hein, quand je tape pas sur le. Mais tout ça, c'est du savoir-faire, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience. C'est pour ça que je te dis que cette femme-là, cette superbe agent immobilière que je n'ai plus jamais recroisée, pour moi aujourd'hui, elle est toujours agent immobilière. Ouais. Au pire, elle est responsable d'une agence. En fait, elle avait ça dans le sang. Ouais. Elle a compris certaines choses. Elle a compris ce qu'aujourd'hui on appelle la neuropersuasion. Elle a compris comment faire en sorte que les gens achètent. Et tu parlais de mon père, et pour les restaurateurs, tu as plusieurs indicateurs. Tu as le nombre de couverts, évidemment, mais tu as aussi le ticket moyen. C'est-à-dire combien chaque personne qui s'assoit dans ton resto va dépenser. Et donc l'objectif, c'est évidemment de l'augmenter. Il a un truc, parce que tu joues beaucoup sur le dessert. Lui, son objectif, c'est de te vendre un dessert. Si possible, celui avec lequel il a le plus de marge. Et il a un truc qui est injouable là-dessus, c'est qu'il arrive au moment du dessert, il va te dire, alors, en dessert, on a les desserts classiques, tatati, tatata, et on a la spécialité du chef. Donc lui, son objectif, c'est de vendre celui-là. Et il te le vend, il te le vend, il te le vend. Après, et là, c'est là où il est très fort, en 5 mots. Mais vous êtes libre de prendre autre chose. Et il se casse. Et t'as personne qui prend autre chose. 7 mots, pardon. C'est prendre autre chose. Ah, d'accord. Mais vous êtes libre d'eux. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est tu peux orienter le choix de ton client, c'est efficace. Mais si tu orientes le choix de ton client et que tu dis, mais vous êtes libre de faire votre choix, monsieur le client. C'est exceptionnel. Et ça marche à tous les coups. Et c'est un truc qui paraît anodin, mais tu parles de neurosciences et neuropersuasion, c'est hyper efficace. Et quand il a fait ça, moi, j'allais souvent dans son resto, je me mettais à bosser près du comptoir, je le regardais faire, etc. Je me dis, mais ah ouais, c'est chaud. Alors, c'est très fort. Je parle de ton père, t'es vieux. Ah ouais? Ah ouais. Comment ils sont? Ils brillent. Ah ouais? C'est bien, c'est cool. Non, parce que on en parlait avant. Moi, il le sait pas trop, parce que c'est pas des choses qu'on se dit, mais moi, il m'a tout appris. Je me rappelle dans la voiture à 10 ans, il m'expliquait le son casse. Je me rappelle, il est rentré un jour de réunion, formation à Paris, il arrive à 22h, il me sort du lit. Il m'a sorti du lit pour m'apprendre le mirroring. Il dit, on m'a appris une nouvelle technique de vente de malade. Voilà, tu vois. Non, mais, et il me montrait avec des exemples concrets. Je pense qu'il s'était tapé les 2h30 de route. Et dans sa tête, il réfléchissait à comment il allait pouvoir l'expliquer à un gamin de 12 ans ou 13 ans, ou je sais pas quel âge avait à cet âge-là. Il m'a tout appris. Je me rappelle, moi, il avait un carnet, on parlait de ça tout à l'heure. Il avait un carnet, il travaillait avec des médecins. Il savait dans son carnet combien il avait de gosses, quel âge avait le gosse, la date de naissance, la femme, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle truc. Et avant chaque rendez-vous, il réalisait son truc. Et alors, comment va Myrtille? Ah, comment va Pimprenel? Il s'en rappelait. Et ça créait du lien tout de suite. Et si en plus il a une bonne mémoire, c'est-à-dire qu'en plus il a la capacité de vraiment se rappeler de ça, parce qu'à force de se le répéter, s'il a vraiment la capacité de se rappeler de ce genre de choses, c'est un tueur. Parce que si la personne arrive par hasard ou il la croise par hasard, tu vois là aujourd'hui, si je croise ces gens que j'ai formés il y a 1 an dans la rue, il y en a certains, je me rappellerai de leur prénom et d'autres non. Ouais.
Et ce genre de capacité, parce que d'ailleurs, quand je t'en parlais tout à l'heure, quand je remplissais mon CRM, exactement ce que faisait ton papa avec des notes, Mm. j'imagine, des fiches. Ouais, sur un carnet et papier, parce que tu n'avais pas de CRM à l'époque, mais Oui, voilà. Et c'est pour ça que même des fois, quand tu vois les seniors, ils prennent encore des notes papier. Ils ne sont pas sur l'ordinateur en train de prendre. C'est un... Ça, pour moi, il y a deux choses. C'est avoir compris que c'est ça qui marche, que c'est comme ça qui marche, mais surtout avoir envie de le faire, avoir envie de prendre cette note, avoir envie de se rappeler de ça. Parce que quand tu te rappelles à une personne, même dans ton entourage, je ne sais plus quand est-ce que ça m'est arrivé, mais il y a une nana il n'y a pas longtemps qui on est en train de discuter, on est 4-5 couples, on est chez un couple d'amis, et il y a une nana à un moment qui parle d'un truc, et je dis, mais ton papa, il t'avait pas dit qu'il fallait pas le faire? Et elle me regarde, elle fait, quoi, tu te rappelles de ça? Je dis pas que j'ai une bonne mémoire. Mm. Moi, mon comptable, c'est un tueur en mémoire. Mon comptable, s'il y a un truc que je me rappelle pas, il me ressort des trucs de... C'est un ancien collègue de foot. Ouais. On a joué au foot et à foot à 7 ensemble. Il te ressort des dossiers d'il y a 10 ans. Il a des mémoires de ouf. Lui, dans la relation client, c'est un tueur. Aujourd'hui, quand tu montres aux gens que tu te rappelles d'un truc qu'il avait dit, ce pourquoi j'écoutais mes appels. Mm. Quand tu montres aux gens que tu te rappelles de quelque chose, au-delà juste de ta prise de note de ton papa, c'est pour ça que ton papa, le fait de se relire les choses, c'était de la mémoire sélective aussi. Je pense qu'il y a un vrai travail. Quand je vois les gens qui remplissent leur CRM aujourd'hui et qui remplissent juste le RAS point lors du prochain rendez-vous, ah non, s'il vous plaît, faites pas ça. Écrit, on a échangé sur ça, il m'a partagé ça, ça m'a donné tel ressenti, ça m'a permis de faire ça. Je me rappelle que son enfant, même si on n'a plus le droit de mettre les dates de naissance et compagnie, tu le mets dans ton Gmail perso et puis en avant, quoi. Tu sais que tu vas me prendre pour un fou. Pourquoi? Moi, quand je fais un call avec un client, je peux te noter la couleur du mur derrière. S'il y a un bouquin qui traîne le long du titre, je vais aller regarder le bouquin Je te prends pas pour un fou, et, je trouve ça très et bien. je vais essayer de Ça donne envie de comprendre en fait la personne et de coller à ce qu'elle a envie d'entendre la fois prochaine, tu vois. Enfin, et, C'est une preuve d'intérêt. mais c'est ça, la mémoire dont tu parles, c'est une preuve d'intérêt. Enfin, je suis désolé, mais on est tous égoïstes. Le commercial qui est en face de nous, on s'en fout. On veut parler de nous. Mais c'est ce que tu dis. Et il y a une phrase que j'utilise beaucoup, une de mes mantras que j'utilise beaucoup sur mon site internet. Il y avait cette phrase-là avant. C'était pour faire un bon closing, il faut faire un bon opening. Si tu n'as pas toutes ces infos-là, l'opening, la découverte, si tu n'as pas toutes les infos en découverte, si tu ne t'intéresses pas à l'autre, quand tu vas lui faire ta force de ta propale, quand tu vas lui proposer ta valeur, ton truc, et que tu vas lui dire, bah voilà, moi je vous propose cet outil parce qu'il est sympa, parce que si non, moi je vous propose cet outil parce que vous m'aviez parlé de ça et ça, c'est génial. Tu as juste deux arguments, ne te prends pas la tête, deux trucs qui font que ta proposition colle avec ce qu'il t'a dit. Et pour obtenir des choses qu'il t'a dit, c'est deux trucs forts en argument, parce que garde-en de côté pour les objections, ça va arriver. Ouais. Pour te garder ces trucs-là, tu les obtiens au moment où tu es l'agent immobilier et tu demandes, OK, vous voulez un jardin? OK, pourquoi vous voulez un jardin? Parce que j'aimerais que mes enfants s'amusent dans le jardin et qu'on soit en totale sécurité. À quel point c'est important pour vous? Pourquoi? Parce que, voilà, des fois, le jardin, vous savez que c'est beaucoup d'entretien. Vous savez que c'est beaucoup d'entretien. Ouais, mais je suis prêt à ça parce que si je les vois heureux, c'est top. D'accord, donc aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est certes quelque chose pour agrandir la famille, mais c'est aussi parce que, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez besoin de mettre vos enfants en sécurité et de les voir épanouis. C'est de la sécurité pour vous? Oui, totalement, c'est ça. OK, bah alors dans ce cas-là, je vais vous trouver le bien qui est totalement en relation avec ça. Et si en plus, je vous trouve une super grande salle de jeu, on en fait quoi? Ah ben là, si vous faites ça, vous êtes le meilleur vendeur de l'année. Ils le font ça, j'attends qu'ils font ça, les clients. Bah, tu vois, tout ça, c'est cette force d'intérêt, cette force de capacité, cette mémoire, tout ce qu'on a pu donner là pendant 1 heure depuis tout à l'heure, tout ce qu'on a pu donner, tout ça, c'est des petits détails à mes yeux. Ouais, c'est pas des si petits détails, je trouve. Et ben c'est exactement ce que j'allais dire juste après. Tu connais la chanson de France Gall, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. Bah, je la connais, oui, bien sûr. On la connaît, on est beaucoup à la connaître, heureusement. Des fois, ce qui te semble un petit détail, c'est ce qui compte le plus pour l'autre en face. Et c'est là où nous, on se dit, c'est un détail. Chez l'autre, c'est un déclenchement émotionnel fort. Et tu sais, on a fait un micro-trottoir là-bas. On était à SOS derrière. Okay. On a fait un micro-trottoir sur les clichés des commerciaux. En mode, pourquoi t'aimes bien les commerciaux? Pas beaucoup. Pourquoi t'aimes pas les commerciaux? C'est quoi le plus gros cliché? En fait, bon, t'as les menteurs, manipulateurs, t'as plein de trucs. Et t'en as beaucoup aussi qui te disent, mais en fait, moi, ce qui me saoule quand je suis avec un vendeur ou avec un commercial, c'est que le mec ne m'écoute pas et il est là pour me vendre son truc. En faisant tout ce qu'on vient de dire, tu vas prouver d'une, que t'écoutes, puisque t'as retenu, de deux, que c'est important pour toi, puisque tu t'y es intéressé vraiment, puisque t'es capable de le ressortir. Et en plus, tu t'en sers pour faire levier, pour faire un bénéfice au client. Mais en fait, c'est très simple. C'est des petits points, détail par détail, comme tu le disais, à droite, à gauche.
mais qui, une fois que tu vas les mettre bout à bout, c'est un peu la boule de feu qui va te permettre de closer à tous les coups presque. Dans un marché ultra concurrentiel. Exactement. Dans un marché ultra concurrentiel. Je te donne les panneaux solaires aujourd'hui. Ça, c'est un truc de ouf. Nombre de boîtes qui appellent pour former leurs équipes sur les panneaux solaires, c'est un. Et en plus, on a un gars sur les réseaux qui parle beaucoup de ça. Et à chaque deux fois, je lui envoie du business parce que je ne peux pas intervenir partout. Et je ne veux pas former des petits Walter, j'avais déjà dit. Donc je lâche, tant pis. Dans un marché ultra concurrentiel comme le panneau solaire, la demande des équipes, des managers, c'est je veux vendre plus. Et quand tu écoutes les commerciaux, la demande, c'est qu'est-ce que je fais pour qu'ils me choisissent moi et pas l'autre. Parce que tu as un très grand, tu as le plus grand, le plus connu dans le monde du panneau photovoltaïque aujourd'hui, qui rien que par son nom, déjà, les clients vont chez lui. Et ils me disent, mais moi, je perds tout le temps face à lui, je perds tout le temps face à ce client. Je leur dis, mais tu sais ce qu'il a, lui, c'est qu'il est tellement reposé sur ses acquis que parce que je représente une grande marque, il ne crée pas de la valeur, il ne crée pas de la chaleur, il ne crée pas de la relation. Donc toi, à partir de maintenant, quand tu vas poser une question, tu la fais pour vraiment aider la personne à réfléchir sur son avenir, son choix. Tu vas lui dire, qu'est-ce qui fera que dans 25 ans, vous vous direz, j'ai bien fait de mettre les panneaux solaires. Parce que dans un an ou deux, vous direz, oh, j'ai bien fait, parce que vous verrez que ça apporte, que par rapport à la dépense, et ok, ça, tout le monde le sait. Mais quel commercial lui demande qu'est-ce qui fait que dans 25 ans, vous serez content? Qu'est-ce qui fait que le jour où vous allez vendre, vous allez être dégoûté de quitter une maison avec des panneaux et celle que vous avez ne l'a pas? Qu'est-ce qui va faire tout ça? Va lui chercher des questions qui sont des questions où tu lui montres que tu as vraiment envie de comprendre dans quel état d'esprit il sera ou quel état émotionnel il sera. Plutôt que de lui demander, vous voulez 9 ou 12 panneaux? Ou votre compteur électrique. C'est bon, ça, tu vas les poser quoi qu'il arrive. Va chercher ces questions-là que l'autre concurrent ne va pas poser. J'ai formé une boîte où il y a des commerciaux photovoltaïques, c'était 4. Ouais. Ils vendaient 30 panneaux, 30 solutions de panneaux par mois. C'est dur, attention. C'est déjà très bien. Quand l'un des responsables m'a dit combien de ventes il faisait, j'étais là en train de dire waouh, faut que j'aille chercher plus encore. Alors déjà, c'est déjà plus que les autres. Oui, parce que toi, tu es évalué sur, le... sur la différence. Ouais, Et donc, moi, c'est ce que je cherche toujours, c'est chercher à voir combien ils vendent aujourd'hui. ouais, c'est Chercher à amusant. savoir combien ils vendent aujourd'hui pour me dire combien j'estime pouvoir leur apporter de plus. Ils sont passés à 50 le mois d'après. Juste en faisant ce que je viens de te dire. Juste en se démarquant davantage. Là où ils étaient très forts, eux, c'est leur réactivité. Ouais. Leur point fort, c'est la réactivité. Tu sais, cette capacité à ton client, il remplit le formulaire, il avait sous 30 secondes, 1 minute. On te cale un rendez-vous dans les 48 heures. Le SDR cale le rendez-vous pour le commercial les commerciaux que je formais. Et dans la foulée, il y a cette espèce de... On a tellement répondu rapidement parce que le client, c'est chaud, c'est maintenant. C'est pas dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il sera déjà en train de penser à un truc qu'il va acheter pour ses vacances, pour Decathlon, j'en sais rien, je m'en fous. Profites-en, c'est maintenant. Là où les autres, des fois, laissent un peu traîner. Sois juste présent, pas... L'appelle pas tous les jours, c'est pas le sujet. Sois juste présent dans les moments où c'est chaud pour lui, en termes de... C'est chaud, c'est bouillant, c'est maintenant, il faut y aller. Et surtout, montre-lui à quel point tu t'intéresses à lui et son écosystème. Parce qu'on revient aux mêmes conclusions. Ils sont passés de 30 à 50. Ils ont fait 66% de plus. Là où moi, j'étais persuadé de me dire, comment je leur fais faire déjà ne serait-ce que 50 de plus, ils en font 30. J'étais parti même en dépréciation de... Ouais, mais parce qu'en fait, quand tu as du potentiel, c'est exponentiel. Enfin, tu peux tellement les aider plus que... Et ben, il y a un des gars qui m'a dit, c'est un gars qui ne venait pas du commerce avant, il était aux équipes support de... Je sais plus vraiment, j'ai un doute. Il est devenu le meilleur commercial des 4. Parce qu'il était tellement dans la relation humaine que quand je lui ai transmis ça, lui il l'a mis avec une aisance, mais t'imagines même pas. Un peu comme les directeurs de centre de loisirs dont je te parlais tout à l'heure, Sergio. Ils ont cette capacité, quand tu arrives à leur faire comprendre à quel point tu arrives à transmettre parler avec votre client. Et alors le mieux, parce que je repense à un gars qui est arrivé, on entend madame derrière. Et il dit rien. Il dit, mais là dans la conversation, madame, venez. Surtout que c'est elle qui décide. Ouais, possiblement, attention, pas toujours, mais c'est de mieux en mieux d'ailleurs, je trouve, parce que quand tu intègres le couple, tu te rends compte qu'en fait, la décision, elle est prise à deux, parce que c'est toi qui leur aide à faire ça. C'est comme une discussion grand compte, presque. C'est comme une discussion avec un grand compte. Tu as différents objectifs, tu as différentes visions, et il faut convaincre les deux. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, il faut convaincre tout le monde. C'est ça, en fait, c'est que même quand vous avez vous parlez à un client dans le B2C ou même dans le B2B, c'est ouf. Tu es en visio. Tu es venu par rendez-vous parce que tu as le rendez-vous avec Simon. Et puis, il y a... Raphaël. J'allais dire Benjamin, n'importe quoi. Il y a Raphaël.
Tu parles qu'avec Simon, d'accord? Et tu quittes la réunion, tu dis, ah, c'était génial. C'est lui le décideur, tête d'œuvre. Hmm. Il est là, il est juste Ouais. là pour t'observer. Parle-lui, demande-lui son avis avant de quitter la formation. Et vous, d'après vous, de Hmm. ce qu'on a échangé, quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous en pensez? À quel point ça pourrait avoir une valeur pour vous forte sur l'avenir? À quel point vous voyez un investissement? Fais-le parler. C'est pareil dans le B2C. Tu parles avec monsieur, tu entends madame derrière qui dit ah, elle est pas en train de Hmm. lui dire dépêche-toi, on va manger. Elle est en train de lui dire ouais, mais moi je suis pas sûr. Fais-la parler. Fais-les Hmm. intervenir. Ah, quand j'avais eu ce call avec ce gars-là, justement, qui était le gars dont je te parlais, en plus, qui était bon dans l'approche émotionnelle, quand je lui ai dit intègre les personnes auto, parce que quand il va te dire je vais réfléchir avec ma femme, en fait, elle était là. Pourquoi tu viens de perdre 2 jours? Et tu vas voir l'effet téléphone arabe où c'est lui qui va vendre le projet à sa femme et pas toi qui va le vendre à sa femme. Et il sera toujours moins bon Il que sera toi, pas hein. bon Ben ambassadeur. voilà, c'est Pourquoi? Elle ça. va avoir des questions, tu ne sauras pas y Mm, mm. répondre. Ou au pire, il va y répondre parce qu'il a besoin d'y répondre. Là, lui, il sait pas dire je sais pas. Et au pire, ça va créer un doute chez lui Mm. qu'il va venir te C'est ça. retransmettre sur toi. Bref, c'est un petit détail, ça, c'est une petite astuce. Mais vraiment, si je dois conclure sur un truc, c'est tout ce que tu arrives à récupérer tellement tu es fort à aller le récupérer, en découverte, en question, pas besoin d'y passer 45 minutes. Je reviens là-dessus. Moi, quand je vois des calls, quand je vois des gens vendre des Calendly avec des calls de 45 Mm. minutes, t'es sérieux? Il y a écrit appel découverte. Mais arrête! Il y en a qui ont des actions chez Calendly aussi, je pense. Et d'ailleurs, vous avez fait un appel. Euh, sincèrement, c'est pas 45 minutes que tu as besoin de découverte. La Mm. découverte, c'est tout le long Ouais, des échanges. mais Et jusqu'à la même quand dernière c'est des clients seconde, qui bien découvrent sûr. des choses. Ce qu'il faut que tu t'arrives à te focaliser, c'est à quel point tu lui montres que tu t'intéresses vraiment à son projet comme si c'était toi qui faisais le truc avec lui. Il veut co-construire avec toi. Donc pose les questions qui font que tu lui montres que tu t'intéresses. Les questions que tous les autres ont posées, les 5 agences immobilières que j'ai été voir, ils m'ont posé les mêmes questions. Sauf qu'il y en a un, il m'a posé des questions beaucoup plus Mm. distantes. C'est ça, Et là. hier, il y a une nana qui nous a envoyé, elle veut nous vendre un truc, hein. On parle avec elle sur LinkedIn et elle nous propose un café virtuel. Quoi? Un café virtuel. Elle dit, ça vous dit qu'on se prenne un Ah café oui, d'accord. virtuel? Ok. Alors, je trouve la démarche un peu couillonne. Enfin, dit comme ça, je trouve ça un peu couillon. Mais dans le fond, c'est mieux qu'un appel de découverte ou qu'un call de closing ou peu importe. Elle est là pour créer du lien, pour comprendre, etc. L'approche est bonne. Et Je tu as trouvais ça laissé le cool. choix entre un appel découverte ou un appel en réel. Non, Café en non. Et ça, j'ai trouvé virtuel. ça, je trouve ça dommage. Ah, d'accord. Parce que souvent, tu sais, on a tendance à se dire écoutez, je vous propose qu'on fasse une vidéo juste de 15 Hmm. minutes et la personne te dit j'ai pas de temps. Tu dis vous savez quoi? C'est à quelle heure vous déjeunez? Si tu peux te déplacer, à quelle heure vous déjeunez? Hmm. Si vous avez un agenda chargé, vous déjeunez bien à un moment. Bien sûr. Je vous propose d'aller manger même un sandwich. Tu sais, aux États-Unis, ils font ça en plus. C'est ça qui est ouf. Aux États-Unis, tu le vois dans les films, mais c'est du réel, ça se Hmm. fait réellement. Ils se donnent rendez-vous devant le truc de food truck. Ils commandent leur food truck ensuite, ils le mangent et chacun retourne chez lui. Hmm. C'est ça leur rendez-vous commerciaux. Ou le petit-déj, ou le repas. Mais Ouais. ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous, hein. Ah bah, la Ils ont culture quelques défauts alimentaire aussi. avec eux, elle est différente. Mais il n'y a pas de barrière. Si je peux pas te voir, il y a bien un moment, tu prends une pause, tu fais quelque chose. Hmm. Quel est ton meilleur créneau d'ici la fin de la semaine prochaine où je suis sûr de te voir et s'il faut, je me déplace? Après, t'as Vous la. avez combien de personnes dans l'équipe? Ouais. 8? Vous voulez que je ramène 8 pains au chocolat en plus? J'ai Hmm. créé un truc, putain, on va chercher d'émotionnel. Ça, je l'ai fait avec un client. C'est vrai? Ouais. On a un client qui est devenu un bon client et presque un bon copain maintenant. Et le mec me dit, ah, les commerciaux, vous allez me gonfler, c'est sûr, vous allez me gonfler, mais bienveillant, tu vois. Il dit, vous allez m'harceler jusqu'à ce que je signe, vous allez m'harceler. Je dis, ah ouais, complètement, mais je vais te tuer. Et je lui dis, je vais te suivre jusqu'à chez toi. On rigole, etc. Et je vois que ces bureaux, ils sont à 500 mètres. Mais vraiment à 500 mètres. Je me dis, ah, Raphaël, je dis, tiens, on va pas lui faire jus d'orange, café et viennoiserie demain matin. Et on le chauffe, on dit, tu vois, on va te suivre. Et on vient tous les matins jusqu'à ce que tu signes. Je dis, ouais, c'est drôle, il avait l'air marrant, viens, on le fait. On l'a fait. Et il n'a pas signé pour ça parce qu'il y avait un vrai intérêt. Mais il a kiffé, tu vois, la démarche. C'est peu importe en fait, c'est ça, c'est que on va même pas juger cette démarche que tu as fait en bien, pas bien. Pour moi, elle est bien parce qu'en fait, elle se démarque. Hmm. Parce qu'en fait, tu as fait quelque chose qui apporte tu sais, ce sentiment du Connard. Peut-être. Mais bien joué, connard, en vrai. C'est ça en fait, c'est et tu sais, cette phrase que tu peux entendre à un moment qui putain, ils sont forts. Hmm. Tu sais que c'est pas l'objectif d'entendre qu'ils sont forts, mais tu sais que cette phrase fait qu'il y a de fortes chances qu'ils se disent vas-y, je les prends eux. Et en fait, c'est ce que j'ai dit aux commerciaux. Quand on est rentré avec Raphaël, vous étiez où, etc. Je dis, on a été prendre le petit, on leur a raconté. Si vous êtes des oufs. Il se dit, ouais, mais en fait, tu sais pourquoi ça va marcher? Parce qu'on a pris le risque de gagner.
et on ne sait pas ôter le risque de ne pas perdre. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de commerciaux qui veulent pas perdre. Ok, je reste dans le. C'est comme quand tu vas au bowling, tu mets les gouttières. Ok, je reste dans les gouttières, je vais pas perdre. Je vais sûrement pas gagner, mais je vais pas perdre. Alors que si tu vas pour gagner, bah tu vas peut-être des fois te faire envoyer chier lamentablement parce que tu auras été trop loin, parce que tu auras raté ton coup. Mais je pense qu'en termes de probabilité, tu vas gagner plus souvent. C'est c'est un vrai sujet que tu soulèves. Moi, ce que j'essaie de faire travailler aux commerciaux, c'est quand ils me disent: ah ouais, mais ça, c'est trop. Je lui dis: attends, 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 attends. On est combien sur Terre? 8 milliards, hein, à peu Mm. près. Sur les officiellement comptés, les 8 milliards. Ok. Si je pose 50 questions ouvertes aux 8 milliards de personnes sur Terre, combien de personnes vont me donner exactement la même réponse que toi aux 50 questions? Et là, ils disent: bah aucun. Je dis: alors comment tu peux imaginer que parce que toi tu penses que c'est Mm. trop, que ton client va Ouais, te je dire la pense que même c'est chose? trop. Faut arrêter de s'imaginer, ça c'est extrêmement important. Faut pas s'imaginer que le client va penser exactement ce que tu Mm. penses. C'est pour ça que dans C'est un un grand sens, tu piège. dois lui demander ce que disait Sergio. Là, j'ai l'impression que vous y allez pas. Mm. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à fond dedans. Sergio, tu me donnes un café pour ton prénom, c'était trop Ouais. faire. Ça sert à rien d'imaginer ou d'estimer comment l'autre va réagir. Je faisais un exercice avec mes commerciaux. Je vous invite à le faire. Le 21-25 du mois, tu prends une feuille, tu tires entre milieu. À gauche, tu mets les clients que je suis sûr de signer. On s'en fout de la prétention de Mm. l'humilité. Vas-y, écris. Et à droite, les clients que je ne signerai pas. Et le 2, on se retrouve, on pose la feuille. Et c'est pas pour te montrer que tu as raison ou que tu as tort. Mm. C'est juste pour te montrer à quel point lui, là, ici, il nous enferme. Et tu me stabilotes les gens que finalement tu as signés. Tu me crois si 80% des commerciaux, 8 sur 10 que j'avais à l'époque, il y avait plus de côté de stabilo à droite sur le Ouais. je pense que je vais pas le signer. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans une espèce d'optique, c'est une des raisons, on est tellement dans le bah, c'est sûr qu'il va signer, donc je relâche. Tout va Ouais. bien, c'est bon, c'est cool. C'est cool. Alors que l'autre, tu vas y mettre le double d'intensité. Le double d'intensité, c'est-à-dire le double d'effort, le double de j'ai envie qu'il signe, j'ai envie de stabiloter ce gars-là pour Walter. Les commerciaux, je n'étais pas pour leur dire c'est bien, c'est pas bien. Je voulais juste que le déclic, il ait lieu personnellement. Comme des fois, quand je sors de formation, je demande aux gens de m'envoyer le plan d'action personnel. Je fais pas, je Mm. ferai autrement ou j'arrête de faire. Bref. Et je leur demande de me l'envoyer. Et je leur dis, si tu as besoin que je te donne mon avis dessus, je le fais. Sinon, envoie-le juste moi. C'est juste pour que je vois comment tu veux t'investir réellement dans le truc. Mais je ne le ferai pas pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Si tu as besoin, je le ferai. Juste que les gens fassent l'exercice pour eux. Pas qu'ils le fassent en Mm. disant je vais être jugé ou on va me donner des avis derrière. Depuis que je fais ça, j'ai un impact complètement différent des gens Ouais, mais c'est en termes de. Parce qu'une fois que tu sors de la formation, une fois que tu n'es plus là, qui prend le relais? ah, Le c'est manager? eux. Non? Ils n'ont pas de formateur? Mm. Le manager, il dira j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'on a fait appel à Mm. moi d'ailleurs. Eh, mais comment tu veux que j'intervienne après en fait? Il n'y a pas de raison que je revienne voir tes équipes. Et puis si je fais ça, je suis mort à la fin. Donc moi, je leur demande de m'envoyer leur équivalent de plan d'action personnel. Et je leur dis, ça c'est le dernier truc, à quelle date tu veux que je te le renvoie? Tu sais, comme le 1er janvier, je vais m'inscrire à la salle de sport, allez, Ouais. merci. Là, on se revoit le 1er février. Et je leur dis à quelle date tu veux que je te le renvoie. Et souvent, c'est une semaine, un mois, 3 mois. Mm. Je le renvoie, je me mets un rappel dans mon Gmail. Ça prend 2 secondes là. Je me mets un rappel dans Gmail et je leur renvoie. Et je leur dis, bah alors, qu'est-ce que t'en penses? Je leur dis, tiens, tu vas juste Mm. demander de te l'envoyer. D'eux-mêmes, ils me font un email en me disant, oh la vache, Ouais. quand zapper ça. C'est exactement le cas des seniors dont je te parlais tout à l'heure, les fondamentaux. Ouais, tu restes dans ton. On parlait du cerveau et de la fainéantise tout à l'heure. Tu restes dans ce qui consomme le moins d'énergie possible et tes habitudes et ce que tu fais presque en pilote automatique finalement. Ouais, parce que tu passes un bon moment en formation ou pas, tu passes un bon moment en formation, mais qu'est-ce qui se passe après? Ouais, c'est vrai. On en parlait de plus personne te forme. Bah, moi, mon objectif, c'est que la personne ne passe à l'action. Bah, tu imagines le gars qui m'appelle pour former ses équipes, une fois que je suis sorti, salut, merci, démerdez-vous. Non, ça marche pas comme ça. Je peux pas fausser. Mais c'est un vrai sujet. Ce sera pour notre sujet. Vous voulez vraiment avoir un vrai level up en termes de training, de formation, de tout. Ça se joue simplement sur à quel point vous avez vraiment envie de vous intéresser aux autres. Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on fait du truc à répétition. Et il faut aller vite. Hein. Ouais, Il y puis a on duré 12 s'enferme minutes dans de la rappel. On méthode. aurait pu le faire en 10 Ouais. minutes. Quoi? Prenez le temps vraiment à quel point j'ai envie de comprendre ce qui se passe chez l'autre pour lui montrer à quel point je veux l'aider. On a un client, ça me fait penser à ça, pour lequel on close. On est là juste Ah sur ok, les. d'accord. Ok. Il nous envoie des leads entrants très qualifiés. Ouais.
Et donc, nous, on doit faire une démo de son produit et closer. D'accord. On est payé qu'à la commission sur ça. Et il me dit, je te mets des démos toutes les demi-heures. Je dis, non, mais pas des démos toutes les demi-heures, mets-en toutes les heures. Il me dit, ah non, non, faut faire plus de volume, on a plein de leads, etc. Je dis, bon, on mettra plusieurs commerciaux. Il me dit, non, mais je suis sûr que tu peux en faire plus. Au lieu d'en signer 10 par jour, tu peux en signer 20. Je dis, non, mais moi, t'as pas compris. Je vais être sûr d'en signer 10, et si je peux en signer 20, je vais être sûr d'en signer 20. C'est-à-dire que je préfère prendre un quart d'heure de débordement et je préfère prendre un quart d'heure pour préparer le call. C'est tellement une erreur, parce que ça me fait penser à l'époque, quand j'étais au porte-à-porte, Mhm. c'est exactement ce que tu viens de décrire. Merci d'ouvrir cette porte d'ailleurs. Doucement, je fais exprès. Tu as deux catégories de profils. Tu as celui qui va te dire non, non, bombarde. Je connaissais un manager au porte-à-porte qui était là en mode non, mais va faire les appartements parce que c'est une demi-heure, tu les torches, t'en fais 50 dans la journée et t'es tranquille. Alors que moi, j'adorais faire les maisons. D'accord. Je faisais 6 contrats par jour au porte-à-porte. Mhm. 6 contrats par jour. C'était un truc de ouf. J'en sais pas 3, 4, 7, 9, j'en faisais 6 par jour. C'était improbable. Mon score, ça a été 6. Il y avait un gars, il en faisait 22. C'est le gars qui est passé derrière parce qu'il perdait des dossiers. En fait, c'était tellement préparé, c'était tellement bâclé, c'était tellement rapide. À quel moment tu crées un lien quand c'est rapide? Surtout au porte-à-porte, tu ne reviendras pas. Donc là, dans tes rendez-vous clients, je comprends totalement cette notion de bloque pas une demi-heure, bloque une heure. Parce que moi, j'ai besoin de temps de préparation, j'ai besoin de temps de clôture. Bah oui, il faut noter dans le CRM. Si tu termines ton call à 9h59 et que tu as le prochain à 10h, Tu te feras jamais. tu notes. Ouais, tu feras. Et puis tu as ceux qui te disent je le ferai en fin de journée. Mytho. Ouais. Ils peuvent le faire en fin de journée. Ils peuvent. Mais mytho quand même. Et t'as d'informations. Ouais, de ouf. On aurait dit mon comptable quand on fait ça. Putain. Là, mais c'est le syndrome du numéro 9. C'est ce que je leur dis aux commerciaux en formation, enfin les nôtres. Je dis soit t'es Lewandowski, on ne voit pas du match, mais par contre t'as une occasion, c'est but. Putain, hier soir. Mais c'était pas une occasion but hier. Soit t'es Kolo Muani et il te faut 14 occasions pour marquer peut-être un but. La loi des nombres, bah c'est ça en fait, c'est que ces gens-là ils comptent trop sur la loi des nombres. Sur le vas-y, fais 50 rendez-vous par mois, au moins on est sûr d'avoir 20 signatures. Et si j'en faisais 30 et que j'ai les 20, en fait je te gâche pas le ratio de gâcher à côté. Des fois, dans les entreprises, ça c'est fou, on met en avant un commercial. Waouh, il est génial, il est génial. Et puis un jour arrive la data, les trucs qui vont te permettre de capter qui fait mieux que quoi. Et là, de temps en temps, c'est pas tout le temps, tu te rends compte qu'en fait, ah oui, oui, il fait bien 50 dossiers par semaine sur 200 leads. Là où les autres en font 30 sur 100 leads. Lequel est meilleur? Parce qu'il y en a un qui te fait rentrer plus de chiffre d'affaires, on va te dire qu'il est meilleur et compagnie. Mais sur le ratio, si tu apprends à celui à 30, d'accord, à réduire un petit peu sa durée d'appel, à prioriser, à aller vraiment dans l'essentiel, en fait, il en fera 70 sur 200. Et c'est là le vrai travail, il est sur ça. Il est sur à quel point je te permets de te rendre compte que c'est ton ratio qui m'intéresse et que je veux t'aider à augmenter cette réussite à travers... C'est là où l'IA doit intervenir. L'IA doit te permettre d'automatiser certaines choses. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ton client qui te demande de bombarder toutes les demi-heures, j'ai fait ça avec les closers qu'on avait. On a testé un truc comme ça. C'était une catastrophe. Mais oui. Mais c'est encore pire sur la prospection. Quand on te dit passe 150, 160 coups de fil par jour. Ok, tu sais pas qui t'appelle, tu sais pas qu'est-ce que tu peux soulever comme problématique pour les intéresser, tu sais rien. On a un client qui est dans le handicap, qui met en place des politiques handicap pour les DRH globalement de boîtes de 50 à 300 personnes. C'est sa cible. Il n'a pas le temps pour toi. Le DRH de 300 personnes, il n'a pas le temps pour toi. Et donc, les commerciaux, ils appellent entre 100 et 150 personnes par jour. Et je voulais leur montrer que c'était contre-productif. Et donc, on se met une demi-journée dans la salle là-bas. Et je dis, regardez ce qui va se passer. C'est moi qui vais tous les appeler, les gens. Mais on va les faire à ma manière. Dire que chaque appel, on va prendre le nom et le prénom de la personne, la boîte. On va regarder sur LinkedIn. On va regarder si elle a posté sur le handicap. On va voir ce qu'elle a liké, ce qu'elle a commenté. On va même voir si elle a un Instagram, tu vois. Qu'est-ce qu'elle poste, qu'elle aime le poney, est-ce qu'elle aime le truc. J'adore, tu fais ça alors que c'est la base. Bah oui, non, mais apparemment, on n'a pas le droit parce que plein de trucs. Mais je regarde ce qu'elle aime. Et en fait, les appels, je vendais pas. Je dis bonjour truc, j'ai vu que vous aviez posté sur tel sujet, c'est un enjeu chez machin. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous faites ce truc? Et au bout de 2 minutes, la personne des fois dit mais, enfin ça fait 2 minutes qu'on parle, c'est très agréable, mais t'es qui? Ah oui, pardon, quel goujat, je me suis pas présenté, je fais ci, je fais ça. Et comme vous me parliez de ce problème-là, ben moi en fait, je pense qu'on peut vous aider pour ça.
Et en fait, on fait ça, 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 ça. Et j'ai pas besoin d'argumenter comme un bœuf sur une présentation de 30 secondes, 1 minute. Non, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle cherche. Pas parce que je suis un génie, juste parce que j'ai regardé avant. Oui, parce que tu as été regardé. Puis tu t'es pas juste figé sur parce qu'elle est DRH dans ce Hmm. secteur-là, elle aime ça. Non, tout le monde est tellement différent. Tu le vois, tu n'as jamais un appel pareil. Mais c'est ça. Donc, non, alors, le fait d'aller chercher de l'info et de comprendre ce qui se passe chez l'autre quand tu veux l'approcher, tu peux pas le faire tout le temps. Suivant le secteur, tu vas le faire. Quand tu peux le faire, quand tu peux te le permettre, c'est un vrai sujet. Hmm. C'est un vrai plus. J'accompagne une boîte qui met en place des quotas carbone pour d'autres boîtes. Ouais. Elle me dit, attends, on va appeler les boîtes qui font du béton. Du coup, Du béton. d'accord. Je dis, si tu veux, mais c'est mort. Et elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, ils s'en foutent, ils polluent une tonne. Tu crois qu'ils vont planter des arbres non subventionnés, ça change rien à leur vie, ils vont pas le faire. Elle me dit, bon, j'aimerais qu'on l'attende. Je dis, ok, si tu veux, c'est toi le client. Et je lui dis, viens, on va se renseigner sur les gens. Premier dirigeant qu'on appelle, article sur Trump, Trump est élu, etc. Je dis, appelle si tu veux, mais tu vas rien lui vendre. Elle dit, ok. Et elle dit, je prends le défi, je suis joueuse, etc. Ok, prends le défi. Elle rentre en plus sur le mauvais angle. Au lieu de jouer là-dessus, j'ai vu votre truc sur Trump, etc. Elle dit, voilà, nous on fait de l'écologie, etc. Le mec, il lui a dit mot pour mot, mais moi j'en ai rien à foutre de ton écologie de merde. Je vends du béton. Raccroche. Ouais. Alors, déjà, c'est bien qu'elle ait osé. Elle a osé. Mais l'expérience là, lui permet de vraiment comprendre comment mieux approcher après. Mm. Mais alors ça, c'est un gros challenge. Hein. Mm. T'appelles un gars qui a republié un truc sur Trump pour l'écologie, parce que Léon dit, attention, hein, Mm. moi je le connais pas personnellement, hein, c'est lui qui dit, et bref. Mais par contre, j'aime beaucoup le challenge qu'elle s'est lancé. Ouais, c'est fort. Essayé. C'est fort. Et franchement, Elle aurait réussi, le degré de fierté, il était fou. et franchement, tu as le degré de te dire, enfin, tu as l'envie de te dire, c'est sûr qu'elle va se rater et j'aurais raison. Mais en vrai, j'avais plus envie qu'elle réussisse. Et dire, franchement, là, tu as cartonné parce que c'était 1 contre 1000 en termes de probabilité. Ouais. Et bon, ça s'est pas fait, mais tiens, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses qu'après une formation commerciale, n'importe qui peut devenir meilleur et donc faire plus de chiffre d'affaires potentiellement? Alors, c'est Walter Rosa qui va répondre. C'est pas là, Oui, parce que moi, c'est mon objectif quand les gens sortent de ma formation. Ah, moi, je ne peux pas faire une formation si je ne veux pas que les gens soient meilleurs. Mais meilleurs en quoi? Ça, c'est le sujet. Ils soient meilleurs en savoir-être, ils soient meilleurs en savoir-faire, ils soient meilleurs en savoir. Bah, tu vas répondre à ces 3 questions. Meilleurs en savoir-être, vu que je travaille beaucoup sur le fait que les gens aient du déclic, parce qu'en fait, il est important qu'ils adhèrent et qu'ils t'adoptent avant d'adhérer à tes principes. Donc, je l'ai fait beaucoup travailler sur le déclic, sur la vision du commercial, sur comment on peut toujours faire mieux et à quel point Client 3.0 est en train de révolutionner les approches commerciales. Le savoir-faire, oui, parce qu'en fait, j'ai une volonté, même moi, quand j'étais commercial, donc c'est pour ça que j'arrive à le transmettre aujourd'hui, j'avais cette volonté de trouver des techniques applicables tout de suite. Tu as des techniques applicables sur le long terme, parce qu'il te faut beaucoup d'expérience pour arriver. Puis tu as la technique du sac à main, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs. C'est la première fois qu'on s'est parlé là-dessus. Bah ouais, exactement. C'est la technique du sac à main que j'ai appelé comme ça parce qu'il m'est arrivé une expérience là-dessus. C'est d'appeler tout de suite 2 fois. Hier, j'étais en coaching à côté de Disney pour un gars. Il rappelle qu'une fois. Je dis rien. Au bout d'un moment, je lui dis pourquoi tu rappelles pas 2 fois? Et en fait, juste, il a changé ça. J'ai regardé faire, on a retravaillé, il a refait. Il rappelle à chaque fois qu'il a rappelé 2 fois. Sur les 3 appels qu'on a fait après, parce que le time aussi, les gens ont décroché là. Moi, qui suis en train de lancer mon podcast saison 2, j'ai appelé hier une dame 2 fois. Elle me dit, je suis sorti de salle de réunion parce que je pensais que c'était important. Je dis, c'est très important, mais on va se rappeler après la réunion. Ouais. Et en fait, il y a des petites techniques applicables rapidement. Alors attention, il y a des gens, tout le monde n'aime pas cette technique du sac à main, je sais. Tu sais qu'on te l'a piqué, nous. Allez, c'est vrai? Ouais, on l'a renommé. Comment? Amazon. La technique du livreur Amazon. Parce qu'en fait, c'est vrai, ils font ça. les gens pensent que c'est un livreur Amazon qui rappelle 2 fois. Non, mais moi, Elle existait avant jeunesse. oui, bah, c'est sûr. Mais la technique du livreur Amazon, j'aime beaucoup. Et le livreur Uber Eats aussi. Hein. Il dit, je suis là sur l'appli. Après, il t'appelle. Ouais. Il te rappelle. Et il te rappelle jusqu'à ce que tu s'écroches. Anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai commandé une pizza Uber Eats. Ça m'a rien à réclamer. Je commande une pizza sur Uber Eats et je la fais livrer parce qu'avec ma femme, on sortait au resto. Il y a la nounou. J'ai commandé une pizza pour la nounou et ma fille.
Et le gars m'appelle, il me dit, bah, c'est bon, je l'ai déposé à l'entrée. Je dis, comment ça, à l'entrée? Il n'y a pas d'entrée. Bah, il y a la dame, la dame, après, elle l'a prise. Et dans ma tête, je lui dis, mais c'est qui la voisine qui s'est fait passer pour la concierge là? En fait, je regarde, j'avais fait livrer sur mon dernier lieu de formation il y a 3 Ah jours. putain. Ils ont gagné une pizza gratos, je les ai rappelés, je leur ai dit, mangez là. Donc j'ai dû rappeler un livreur Uber Eats pour qu'il aille dans la bonne adresse chez moi. Bref, et oui, Blue, bah, il m'avait appelé 2, 3 fois. En plus, je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait parce que j'avais donné accès à mon compte Uber Eats à la nounou pour qu'elle puisse répondre au premier étage, bah, bref, le truc que j'habite. Et le libraire Uber Eats, le livreur Amazon sont des gens qui appellent toujours 2 fois. Donc, les techniques applicables rapidement, donc les savoir-faire. Pour moi, les commerciaux, quand ils sortent de mes formations, vu que je leur demande surtout, vu que je leur demande quel est le truc que vous avez envie de garder et de mettre en avant et qui vous a vraiment marqué, quand je leur pose cette question, automatiquement, ils me donnent un axe. Donc, je sais que le savoir-faire, il y a des chances qu'il y ait un déclic et que ça marche. Et alors, le savoir, j'aime bien apporter dans mes formations des chiffres, de la data, des stats, des vidéos, des trucs qui expliquent quoi. Parce que ce n'est pas qu'à moi d'expliquer. C'est aussi à leur montrer qu'en fait, l'info, elle est là, elle est présente partout. C'est juste que je leur montre. D'accord? C'est comme, il n'y a pas longtemps, on a plein de stats sur les commerciaux. 66% des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs annuels. Et quand je leur montre, en fait, j'ai une slide. J'aime pas les slides, je te le dis tout de suite. Moi, je déteste ça. Donc, je vais te dire, j'ai une photo. Je déteste. C'est pas les slides qui font la formation. Bref. J'ai une photo qui a 8 stats. Sur les 8 stats, je la mets juste après une image qui est « Et si je te disais que cette phrase était mal écrite, tu la lis comme ça. » Et en fait, il a inversé le « je » et « te ». Et si « te » je disait que la phrase était mal écrite, relis-la et relis-la depuis le début. En fait, tout le monde prend conscience de « Oh putain, comment je vais t'en faire ?» Et donc ensuite, une fois qu'ils ont eu des clics, je leur montre des stats pour leur montrer, regardez les vraies stats, les vraies sources, des vrais trucs qui ont été menés par des instituts de sondage et compagnie. Bref, regardez ces stats, 66% des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs, 33% des commerciaux ne donnent plus jamais de suite après le R1. Et j'en ai plein des stats comme ça. Et je les garde parce que sinon, personne ne gagne l'information. Ouais. Mais pour moi, là, le savoir. Le savoir, c'est d'être capable de leur, grâce au déclic que tu vas créer, savoir-être ou savoir-faire, le savoir, c'est de permettre à la personne de se dire, j'ai appris quelque chose. Au-delà de, on m'a transmis quelque chose, j'ai appris quelque chose. Et pour moi, les 3 savoirs, moi, je peux, si j'ai l'impression que les gens que j'ai formés sortent de la salle de formation, ça m'est arrivé il y a quasiment 1 an, je fais une formation à Angers sur 2 jours. À la fin du premier jour, je rentre dans la salle, je sors de la salle, ma femme m'appelle, me dit ça a été, je dis non, c'est la pire formation que j'ai fait depuis que j'existe. Je dis sérieux? Elle me dit ouais. Je dis pourquoi? J'ai compris pourquoi après. Je rentre dans le J2 dans la salle, je revois les gens et je leur dis voilà, je voulais absolument m'excuser. J'ai pas été bon hier. Et je sens dans le non-verbal que j'ai raison. Je sens où les gens vont. Je fais ah merde, c'est vrai en plus. C'est confirmé, tu vois. Ouais. Et je leur dis voilà, j'ai pas été bon, je sais pas pourquoi j'ai pas été bon, mais je vais vous promettre qu'aujourd'hui on va complètement faire notre expérience. Feedback du 2e jour. Merci déjà de t'avoir pris conscience de ça. Parce que nous, on s'est vu le soir, on a été dîner tous ensemble, on s'est vu. Et on s'était dit, putain, fais chier, encore une formation comme les autres, quoi. Et là, aujourd'hui, putain, mais j'aurais envie de refaire des formations avec toi, quoi. Et je les ai recroisés, ces gens-là. Pour une autre formation, parce que c'est le groupe qui m'avait demandé de former. Je les ai recroisés il n'y a pas longtemps, pour une formation. Ils sont tous venus me voir, ils m'ont fait la bise, ils m'ont dit comment tu vas, ça va Walter. Et à un moment, quelqu'un me présente à une collègue qui ne me connaît pas. C'est le seul formateur que j'ai vu dire j'ai fait de la merde. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, ils sont sortis avec quelque chose de cette journée-là, quoi. Ils sont sortis avec un truc qui n'est pas celui qu'on attend, qui n'était pas celui de dire ouais, c'est nickel, c'est beau. Mais juste, j'ai compris en fait pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que je suis rentré, je leur ai demandé leurs attentes, alors qu'on connaît le programme, hein. Je leur ai quand même demandé leurs attentes. Et en fait, ils m'ont challengé sur le management, alors que moi, je venais pour la prospection. C'était des managers qui devaient faire de la prospection aussi. Ils m'ont challengé sur le management. Donc, j'ai voulu leur transmettre un des trucs que j'ai dans une formation de management, et puis un, et puis l'autre, et puis ils posent des questions, donc ça challenge, tu vas sur le truc. Boah, c'est une catastrophe. Et en fait, vu que c'était pas structuré, que c'était pas préparé de mon côté, même si je sais le faire dans d'autres façons de formation, là, ça t'a pris. j'ai voulu prendre un peu, tu sais, ce que je voulais, et donc ça manquait de structure, ça manquait de cette slide qui te permet d'avoir le déclic, cette photo qui te permet d'avoir le déclic sur le truc d'après que tu vas faire. Donc pour moi, pour répondre à ta question après tout ça, oui, il est important que les commerciaux soient meilleurs après une formation. Alors, donc, on est d'accord qu'ils peuvent être meilleurs. Est-ce que tout le monde peut devenir un bon commercial? Non.
Non, parce que je Mm. ne les fais pas progresser. Tout le monde, je vois qu'ils ne progressent pas sur le commerce. Je vois qu'ils progressent sur leur vision de la vente. Je vois qu'ils progressent sur leur acceptation de certaines choses. Mais c'est pour moi, il y a aussi, attention, ceux que je vois comme ça, j'ai peut-être catalogué certaines personnes par moment. Est-ce que c'est bon ou pas? Je ne sais pas encore. Mais où je me suis dit, je ne pense pas qu'ils soient faits pour être un Mm. commerce in fine. Ouais, donc t'as quand même un bagage qui te prédestine ou pas. Et peu importe ce que tu fais, tu peux pas forcément devenir un bon commercial. Tu as un bagage qui fait que tu peux devenir bon ou Mm. pas, ou rester bon ou pas. C'est pas forcément parce que tu as tel bagage que ça. Ça va dépendre de plein de choses. Ton éducation, comment tu as transmis les choses. Regarde, tu as un exemple, Mm. un très bon exemple pour ça. C'est tout le monde n'est pas fait pour être dans le commerce et tout le monde n'est pas fait pour être réellement bon dans le commerce. Beaucoup de personnes vont dans le commerce parce que on gagne mieux notre vie, Ouais. le variable. Hein. Tu sais combien de fois j'entends, il gagne mieux que le directeur adjoint. Et alors? C'est que tu as Bah, mal fini, mm. c'est que tu as mal verrouillé tes primes, ou c'est que ton directeur adjoint, il n'est pas assez payé, en fait. Mm. C'est pas ça le sujet, il faut arrêter. Et tout le monde n'est pas destiné à être commercial, tout le monde n'est pas destiné à être bon commercial. Parce qu'il faut une sensibilité émotionnelle, et on se rend compte que si tu l'as pas, bah, tu peux quand même t'en sortir Mm. en étant un pur factuel, qui fait de l'anti-vente au final. Donc en fait, c'est comment tu vas vouloir mettre en pratique ce que tu as. Et c'est pour ça que quand il y a les formations, je dis toujours aux gens, je vous ai transmis 10 techniques. Comme dans ma saison de Mm. française, je vous ai transmis 10 techniques. Prenez celles qui vous parlent. Les autres, laissez de côté. Je ne cherche pas à ce que vous adhériez à toutes les techniques. Je ne cherche pas à ce que vous adhériez à tout ce que je vous transmets. Ce que je veux juste, c'est prenez ce qui fait que vous allez rester naturel parce que c'est ça que le client veut voir. Maintenant, pour répondre à ta question, non, tout le monde n'est pas fait pour être mieux comme un sac. Non, non, non. C'est une compétence, c'est un Mm. savoir-faire. Et qui est très exigeant parce que t'as pas besoin de diplôme pour être commercial. N'importe qui peut se prétendre commercial. La boulangère du coin elle peut te dire, moi, je suis une très bonne vendeuse. Et peut-être qu'elle a raison d'ailleurs. Mais c'est comme les investisseurs avec la logique de l'argent. Tu vois, des anciens joueurs de foot qui veulent se lancer dans l'investissement Mm. avec les finances. Et d'ailleurs, je sais plus son nom, mais l'un des joueurs de foot les plus riches, c'est un C'est Mathieu international. Flamini, Ouais, c'est ça. qui est milliardaire, Ouais. pas par le foot, mais Non, par non, les par le investissements qu'il business a à fait. côté. Il avait investi dans les algues et la photosynthèse, je crois. Moi, sérieux, je savais même pas ça. Et c'est là où, en fait, tu as cette logique. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas être bon Mm. businessman. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas faire les meilleurs investissements. Regarde, il y a plein de gens qui avaient de l'argent, ils se sont lancés dans la Mm. crypto-monnaie sans comprendre ce que c'était. Ils investissaient dans une crypto, ils savaient même pas ce que c'était. C'est pareil Mm. pour tout, en fait. Quelles compétences tu vas mettre à profit, comment tu vas te former, comment tu vas aller chercher les choses qui font que, et à quel point tu vas le faire avec envie. Et je reviens sur mes 3 boîtes. Là, c'est la dernière. Et ce sera la dernière, je resterai ici. Mais sauf si je gagne l'or De toute million. façon, ce que je vais te dire, tu m'as dit que tu allais gagner à l'euro million dans quelques semaines, Ah donc bon? Je n'étais pas au courant. Alors ça, ce serait génial. j'ai des pouvoirs un peu. Ah ouais? Je joue parce que. Mais moi, je joue toujours un ticket. Ma femme, à la fois, elle me dit, mais t'es un ouf. Je joue un ticket qui est sur 5 semaines. Tu sais, quand tu la joue Ouais. de loto, tu peux cocher le nombre de semaines et quel jour. Mm. Et ben moi, je joue tous les jours pendant 5 semaines. J'ai ma grille. Maintenant, j'en ai même 2. J'ai mes 2 grilles et je les joue toutes les Mm. 5 semaines. En plus, ce qui est cool avec l'application maintenant avec DJ, c'est que tu peux. D'ailleurs, LDJ United, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Et que tu peux scanner via l'appli LDJ le QR code en bas de ton ticket et tu sais combien tu as gagné en temps réel. C'est beau. Ça, c'est bien. Et quand tu vois des belles sommes apparaître, tu fais Ah! C'est bien. Bon, j'ai pas eu, j'ai jamais gagné. Mais bref, ouais, c'est la seule raison qui fait que je kiffe. J'ai eu un mec que tu vas kiffer. Il y a un mec qui a arnaqué dans plusieurs pays le système de loterie. C'est un millionnaire. En fait, il s'est rendu compte que tu pouvais, sur certaines loteries qui étaient mal faites, acheter 58 millions de tickets, par exemple, Ça me parle. et tu gagnes 150. Donc en fait, t'es niqué si t'as 2 gagnants, mais si t'es le seul gagnant, tu gagnes. Et en fait, il explique, ce gars-là, que c'est une logistique de dingue, parce que 58 millions de papiers, déjà, faut savoir où est-ce qu'ils sont stockés, faut les stocker, faut les faire imprimer, faut les payer, faut pas que les gens sachent que tu les stockes, faut pas que les gens sachent que tu fais ça. Et il a fait ça sur 3-4 loteries, il y a eu des procès parce que la loterie l'accuse de tricher, ce qui n'est pas le cas, et il a réussi 2 ou 3 fois à gagner. Il a gagné en Australie, aux États-Unis, dans un pays asiatique, je sais plus lequel, je crois. Incroyable. Il est trop fort, le gars. Je sais plus son nom, mais il faudra. Il y a un truc, j'ai entendu une histoire qui me parle de ça. Où en fait, les gars ont découvert, c'est pas Netflix qui avait montré un documentaire là-dessus, justement. Les gars, ou YouTube, ils avaient découvert qu'en fait, il y avait un système pour, je sais pas c'est quoi le terme, pour contrer le Ouais. système de tirage au sort. Et ouais. Ah non, mais c'est intéressant. Bon, Walter, je crois que ça fait longtemps qu'on y est. Je sais pas quelle heure il est, mais
Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Si tu avais une personne célèbre avec laquelle tu pourrais déjeuner, Ah, putain, qui ce serait? je la posais aux gens dans mon podcast, celle-là. Ah là là. Personne célèbre avec qui j'aimerais déjeuner. Ou dîner, hein, ce que tu veux. Vivante ou morte? Les deux? Vivante? Vive, peu importe ce que tu veux. Il y en a plein, mais. Simone. Ouais. Ouais. Ou Rosa Parks. Ouais. Qu'est-ce que tu lui demanderais? En fait, j'aurais besoin de leur demander comment on peut faire pour rééquilibrer la relation homme-femme dans le business. Mhm. Parce que c'est les premières à avoir posé un nom. Je leur demanderais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille plus vite l'équilibre homme-femme. Parce qu'en fait, moi, j'en ai marre de ces discussions. Et j'ai pas envie que ce soit une discussion à notre époque. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans le passé pour que ce soit pas une discussion dans notre époque? Parce que quand tu te rencontres, tout n'était pas que masculin. Il y a des monarchies qui étaient féminines, Mhm. comme United Kingdom. En fait, j'aimerais beaucoup discuter avec elles pour savoir à quel point elles ont eu cette force intérieure pour aller chercher ce truc qui fait qu'elles ont eu ce combat. En plus, Rosa Parks, je crois que t'as Rosa. C'est vrai. Je pense que, tu vois, à l'instar d'une personne, j'aurais été capable de te répondre. Je suis en train de perdre son nom. L'ancien président sud-africain. Nelson Mandela? Nelson Mandela. C'est trop classique. Mhm. Mais par contre, je trouve son histoire folle d'avoir nommé Premier ministre le gars qui l'avait jugé. Ça, c'est fou. Mhm. Mais, si je dis pas de conneries en termes d'histoire. Mais je pense que je demanderais Rosa Parks parce qu'avoir la force de faire ce qu'elle a fait, comment tu fais? À quel moment tu as cette capacité de comprendre qu'il faut faire ça? Quelle est la force de conviction où tu lâches pas et tu dis je vais faire ça? Et d'autres ont testé avant elle et n'ont pas réussi. Mhm. Donc, quels ont été les éléments qui ont fait que? Et moi, en fait, j'irais vraiment chercher. Ça, c'est un vrai sujet pour moi. Je t'en parlais par rapport à la relation papa-maman avec un enfant. Je pense que j'aimerais déjeuner avec ces gens-là et ça n'a aucun lien avec la vente. Mais c'est la force de conviction des Ouais. clauses qui, pour moi, est un vrai sujet, peu importe le secteur. Ouais, ce serait aux Arabes. Ok, bon, je vais pas pouvoir t'aider parce qu'ils sont morts. Non, tu fais une vivante. Une personne Non. vivante. Une personne vivante. Mais là, le mec te sort une personne morte, c'est les mecs au gros. Waouh. Ah, ça, c'est plus un kiff perso. C'est Barack Obama. Ah, sympa. C'est plus un kiff perso. On a Ah, eu ça, Marie Taquet d'Iconoclast qui nous a dit Michelle Obama. Ah, bah, Donc si on peut vous attraper les deux en même temps, on vous les envoie. je suis sûr. Et tu vois, c'est ça qui est fort. Regarde, j'allais te dire, je suis sûr qu'on peut les approcher. Alors qu'en fait, non. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de. En fait, je pense que j'adorerais voir cette personne, Barack Obama. En tant qu'ancien militaire, il a mené quelques combats, bons ou pas, c'est pas mon sujet. Mais je pense que j'aimerais lui demander pourquoi il a été l'un des rares, l'un des seuls récemment à apporter une autre image sur la vision de la politique. Comment il a fait? Pourquoi il a fait ça? Au-delà de la personne que c'est, il aurait pu s'enfermer dans un cadre. Et moi, c'est plus perso, c'est au-delà du cadre. Ouais. C'est comment, pourquoi et comment. Ok. Et bah Barack, si tu nous écoutes, Il viens avec Michel. Walter, merci beaucoup d'être venu. C'était un vrai plaisir. J'ai adoré, appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente.